Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, concernant Battlefield Gothic. On continue la série, bien débuter le jeu, hein, pour nos amis débutants. L'objectif de cette série de vidéos est de répondre à vos questionnements et de vous mettre en garde sur les erreurs, courantes, que vous allez faire en débutant le jeu. Des erreurs qui pourraient vous coûter plus d'une partie et vous suivre pendant très longtemps si vous n'y prêtez pas garde. Je fais cette série de vidéos en prélude à l'événement Abordage et Canonnade, dont vous voyez, l'affiche là sur le côté, j'ai pensé à la mettre cette fois. Je vous mets aussi en fiche, de vidéo un lien vers l'annonce de l'événement, puisque, il nous reste, quelques places, que ce soit en Battlefield Gothic ou en Boarding Action. Donc, petit rappel, hein, c'est un événement, heu, narratif avec, masterisation, qui va mettre en place le temps d'un week-end, un scénario, une campagne en réalité. Ah, j'ai failli teaser. Je vais pas en dire plus, mais voilà, va y avoir des interactions entre, Battlefield Gothic, et Boarding Action et tout ça, c'est un peu cool. Allez voir la vidéo, vous en saurez plus. Dans tous les cas, si vous êtes là en tant que personne intéressée par le jeu ou qui s'y met tout doucement, je vous invite bien évidemment à voir ou revoir la vidéo de présentation, du jeu qui est sortie, l'été dernier. Ainsi que, les vidéos de présentation, des flottes, pour savoir, laquelle lesquelles déjà c'est ambitieux, laquelle pourrait vous correspondre le plus en termes de gameplay, d'esthétique et cetera. Ainsi que, bon bah, les autres vidéos, de cette série de bien débuter à BFG. De toute façon, tout est regroupé, sous la même playlist, vous avez toutes les infos en description. Enfin, cette série de vidéos n'a pas pour but de remplacer la lecture des règles. Il va falloir les lire, je suis désolé pour vous, hein, mais il va falloir les lire, les découvrir, elles sont pas si longues, elles sont pas si difficiles à prendre en main. Je ne peux que vous convier à le faire. Dernier truc, le plus important, il faut jouer. Et oui, parce que théoriser sur un jeu pendant des semaines, des mois, voire des années, je pense qu'il y a des gens, ça fait des décennies qu'ils regardent Battlefield Gothic de loin et qu'ils osent pas venir. Venez jouer, en fait. Il y a des joueurs, le jeu est sympa, vous trouverez tout ce qu'il vous faut, en description, hein, les liens vers le Discord francophone et anglophone, vous aurez, tout le matos de jeu, vous aurez une carte avec les joueurs, vous aurez une communauté active et cetera. Tout ce qu'il vous faut. Allez, on attaque. Donc, petit topo, ce qu'on va avoir au menu aujourd'hui, des erreurs de jeu courantes. C'est pas dans l'ordre. Sachez-le, c'est pas dans l'ordre, mais on va revenir sur, l'usage des escorteurs, qui sont, bah, souvent mal compris, joués n'importe comment et à l'exact opposé de la manière la plus efficiente de les jouer en réalité. Heu, L'importance des relances, je parle bien des relances de commandement, hein, c'est vraiment, encore une fois, les joueurs qui débutent dans le jeu ont tendance à vouloir mettre un maximum de vaisseaux, et oublient, de ne se rendent pas compte, l'erreur monumentale qu'ils sont en train de faire. Parce qu'avoir plein de vaisseaux mais qui font rien, c'est moins intéressant qu'avoir moins de vaisseaux mais qui font des trucs. Ensuite, la peur des phénomènes célestes. Si vous avez déjà fait vos premières parties, en temps normal, vous comprenez ce dont je vous parle. C'est cette espèce de refus catégorique de jouer avec le décor, ce qui est fort dommage et fort dommageable. Le double tour des autonomes, quelque chose que je vois encore très régulièrement, même des gens qui ont plusieurs parties en leurs actifs qui se font encore avoir, à sous-estimer la distance de frappe des bombardiers, par exemple. Le canon Nova, le légendaire canon Nova, le terrifiant canon Nova, sujet de moult débats sur internet depuis 1999. Je vais vous apprendre comment temporiser le truc, comment l'affronter. C'est pas une arme ultime, hein, loin de là. Les torpilles, à bout portant, j'ai spoilé. Les torpilles, il y a qu'une seule manière de réellement s'en servir, vous allez voir. Et enfin, l'alerte impact, qui est l'ordre spécial le plus mal utilisé, je dirais, quand on débute. Donc, on va revenir sur tous ces points. Les relances de commandement. Ah, je vous avais dit que c'était pas dans l'ordre, hein. Les relances de commandement, sont à usage unique. Bien, vous avez, 2 relances et ben vous pouvez les utiliser, bah, 1 fois chacune durant la partie. Souvent, vous en avez une qui est gratuite. Si vous en voulez plus, c'est payant et ça vous permet de la consommer pour relancer
n'importe quel jet de commandement. Donc ça peut être, un test d'ordre, ça peut être un test, de navigation dans certains phénomènes célestes, ça peut être un test, de cible prioritaire, ça peut être, le désengagement, ça peut être bref, ça va intervenir énormément de fois et vous allez voir que même en avoir 2, 3, ce qui est bien, ce qui est beaucoup même, pour certaines flottes et ce qui va vous coûter des points, même des fois vous aimeriez en avoir plus. Les relances, c'est, une véritable composante des flottes. Parce que, je vous ai dit qu'il y en avait souvent une gratuite et que les autres étaient payantes. En réalité, ça dépend des flottes. Toutes les flottes n'ont pas une relance qui est offerte. Toutes les flottes n'ont pas accès au même nombre de relances, pour pas le même coût en points. Et puis en plus, des fois, il y a certaines restrictions d'usage. Autant, en général, l'amiral de flotte a ses relances qui peuvent être utilisées sur n'importe quel vaisseau ou escadron de la flotte, autant des fois ça peut être des capitaines, où ça ne fonctionne que sur, son propre escadron, ou son propre vaisseau, ou je pense au prophète Eldar, où ça fonctionne, à une certaine portée. Bref, les flottes sont pas égales, face aux relances. Ça fait aussi partie de, leurs traits de caractéristiques, leur personnalité, leur saveur vis-à-vis du lore. Et ces relances dépendent presque toujours, je dis bien presque toujours, d'un amiral ou d'un capitaine. Ça signifie que ce, personnage, en fait, doit être présent sur la table pour pouvoir utiliser ses relances. C'est-à-dire que si son vaisseau est détruit, si son vaisseau est en réserve, bah, il n'est pas sur la table, donc la relance n'est pas utilisable. Et petit bonus, si le vaisseau subit une touche critique, de type, passerelle détruite, le personnage est mort. Donc non seulement votre vaisseau perd définitivement 3 points de commandement, mais vous perdez tous les personnages qu'il y avait à bord. Donc, bah, vous perdez vos relances. C'est-à-dire celles qui ne sont pas utilisées, sont perdues. Accessoirement, elles comptent aussi dans, le montant du coût en points, du vaisseau. C'est-à-dire qu'un vaisseau qui coûte par exemple 180 points, qui a un amiral à 50 points et qui a 2 relances qui coûtent 25 points chacune, d'accord? C'est un vaisseau qui vaut 280 points de victoire s'il est détruit. Ah, c'est un point névralgique, de la flotte, de la construction de liste et également, de la stratégie, de la tactique, du placement de votre flotte, de vos décisions, et cetera. À quoi elles servent, ces relances? Alors, j'ai fait un petit listing, de l'utilité des relances, on va faire un focus dessus, histoire de bien se rendre compte. Dans le cas des ordres spéciaux, rater un ordre spécial au moment crucial de la partie, le momentum de la bataille, c'est en fait, rater la meilleure occasion de renverser une partie ou, d'enfoncer une victoire ou de voilà, c'est raté. Et c'est un jet de dés. Vous n'y pouvez rien. Et même avec un haut commandement, un commandement 9, un commandement 10, ce qui est excellent, peut valoir le coup d'avoir une petite relance ou deux en réserve, histoire d'être sûr de pas rater son coup, quand il faut pas le rater. Et puis au-delà de ça, si vous avez une flotte qui repose énormément sur les ordres. Par exemple, si vous jouez beaucoup, de baies de lancement, vous allez faire beaucoup d'ordres de rechargement pour pouvoir, continuer d'envoyer des avions et donc appliquer des dégâts. Dès qu'un ordre est raté, c'est la fin de votre chaîne de commandement. Vos vaisseaux joueront quand même, se déplaceront quand même, tireront quand même avec leurs armes, par contre, bah, il y aura pas de rechargement, donc il y aura pas d'autonome. Il y aura pas d'ordre, de manœuvre, pour changer la vitesse, le virage, et cetera. Il y aura pas de verrouillage, il y aura pas bref, ça peut complètement, ramollir votre flotte. Même si c'est pas le pic, de la bataille, ça peut jouer contre vous que ça rate, dès le début, quoi. Ensuite, la navigation. Avoir des relances de commandement, ça vous permet encore une fois de fiabiliser, vos tentatives vos tentatives d'exploitation, du terrain. Il y en a 2 auxquelles je pense, ça va être les astéroïdes. On reviendra sur les phénomènes célestes, plus tard dans la vidéo, hein, on l'a vu. Mais ça va être les astéroïdes, vous aurez plus de chances de les traverser sans encombre, et donc de les exploiter pour tendre une embuscade à votre adversaire. Et je pense aussi aux failles, warp. Vous le verrez, les failles warp ont un potentiel extrêmement puissant, extrêmement intéressant, mais bah, si vous ratez ce test de commandement crucial, bon, la partie prend une autre tournure, quoi, j'ai envie de dire, mais on va le voir, on y reviendra après. Le désengagement qui est quand même très fréquent, qui est
une règle au cœur du jeu, hein, donc pour rappel, désengager un vaisseau, ça se fait à la fin de la phase de mouvement. Ça se fait sur un test de commandement, propre au vaisseau et si le test est réussi, le vaisseau, est retiré du jeu, il désengage, il octroie en temps normal, 10 de ses points de victoire à l'adversaire, sauf s'il est désemparé, auquel cas c'est normalement 25 des points de victoire à l'adversaire. Mais dans tous les cas, comme il est pas détruit, vu qu'il a fui, vous n'accorderez pas les 100 à l'adversaire. Et donc, avoir cette relance de commandement, permet, le cas échéant, de priver l'adversaire d'énormément de points de victoire. On peut imaginer, une barge de bataille qui doit coûter quelque chose comme 450 points, sans compter les éventuels, équipages spéciaux que vous mettez à bord, le commandant de la flotte, et cetera. Si votre barge de bataille, hein, est mal barrée, si vous sentez qu'elle va se faire détruire au prochain tour, ça peut valoir le coup de la désengager pour n'offrir qu'une centaine de points de victoire à l'adversaire, au lieu de lui en offrir quasiment 500, quoi. Voilà, le ratio est vite calculé. Et enfin, pour une application stricte des dégâts, ça peut être intéressant d'avoir des relances. Je l'ai mentionné, la cible prioritaire, on n'y pense, pas toujours, mais c'est sur un test de commandement qu'on est capable de tirer sur un vaisseau autre que le vaisseau le plus proche. C'est, sur un test de commandement qu'on peut faire des ordres spéciaux de rechargement, comme on l'a vu. C'est aussi sur un test de commandement qu'on va déterminer si on parvient à éperonner la cible. En plus, dans l'avant-toute, voilà. Mais ça fait qu'au final, vraiment, ça va intervenir tout le temps. Le plus souvent, quand vous allez échouer à une de ces actions, il va falloir vous poser la question: «Est-ce que cette action est cruciale? Est-ce que ça vaut le coup, de claquer une de mes relances de commandement à ce moment-là?» Si vous en avez beaucoup, ça peut valoir le coup. Si vous en avez pas beaucoup, réfléchissez-y, temporisez. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Je peux pas vous donner d'exemple. Ça va vraiment être au cas par cas, en fonction de la partie, comment vous le sentez, comment votre adversaire joue, le scénario, et cetera, et cetera. Le tableau de canonnage. Ouh! Oh, le tableau de canonnage! Le tableau de canonnage, c'est un peu l'élément central de Battlefleet Gothic. C'est-à-dire que la première fois que vous allez parcourir les règles, vous allez lire: «OK, OK le mouvement, d'accord, les ordres spéciaux, OK intéressant». Vous arrivez à la phase de tir et vous tombez sur ce tableau. What? Alors, le tableau, je vous l'explique, tout simplement. Peu importe le vaisseau, que vous avez, imaginez que votre vaisseau a des batteries, les batteries d'armes vont utiliser le tableau de canonnage et vous allez avoir une valeur de puissance de feu, sur votre profil. Imaginons que vous avez 8 de batterie qui vont tirer sur un vaisseau. Et ben, ce vaisseau, il va falloir d'abord déterminer sa position par rapport à vous. Est-ce qu'il vous présente sa proue, donc il est de face, sa poupe, donc il est de dos, et ce qui vous présente, ses bordées, donc il est de flanc, et cetera, et cetera. C'est cette petite case en haut à gauche qu'on va regarder en premier. Ensuite, on va se décaler à droite, et on va regarder la catégorie dans laquelle rentre la cible sur laquelle vous tirez. Est-ce que c'est un vaisseau de ligne? Est-ce que c'est un escorteur? Est-ce que c'est une défense ou un projectile autonome? En général, ça va être vaisseau de ligne ou escorteur. Et donc, vous voyez, imaginons que ce soit un vaisseau de ligne de dos, par exemple. Vous allez prendre la ligne de dos et vous allez décaler jusqu'à trouver, l'inscription vaisseau de ligne dans cette ligne et ensuite vous allez exploiter cette colonne par rapport à votre puissance de feu. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si votre puissance de feu est de 8, si vous tirez sur une défense à ce moment-là, vous jeterez 7 dés. Si vous tirez sur un vaisseau de ligne de face, vous jetterez 6 dés. Si vous tirez sur un escorteur de face ou un vaisseau de ligne de dos, même résultat, ça va être 4D. Voilà comment on se sert de ce tableau. Une réflexion courante, pas systématique, mais courante, qui nécessite une petite explication, c'est pourquoi est-ce qu'un vaisseau de flanc, par exemple, va être plus difficile à toucher, puisqu'on va jeter moins de dés pour l'attaquer, alors que s'il est de flanc, sa silhouette est beaucoup plus grande que s'il est de face ou de dos. La réponse vient en 2 temps. La première chose, c'est que ça va concerner, les armes à projectiles solides, donc des munitions, réelles, dures. C'est pas, des canons laser de pièces d'artillerie navale, par exemple. L'espace est très grand. La distance qu'il y a entre les vaisseaux dans Battlefield Gothic, est immense. Je veux dire, même quand ils sont en contact socle à socle, on considère qu'il y a encore des milliers de kilomètres qui les séparent.
Quand vous ajoutez à ça le fait que ces vaisseaux se déplacent à très grande vitesse, alors, dans le lore même récent, on parle de combats qui se passent à une fraction de la vitesse de la lumière. Bon, c'est Warhammer 40 000, hein, toujours too much, même sans aller jusque-là, c'est des vitesses qui sont très élevées. Donc vous combinez grande distance plus grande vitesse et là, il faut toucher la cible avec des projectiles solides. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut imaginer que vous fassiez un tir en cône pour essayer de toucher la cible qui va se trouver à l'avenir, au moment de l'impact, dans telle zone. Mais ça, c'est du calcul et c'est de l'anticipation. Le tableau, lui, va traduire en réalité le nombre de projectiles qui vont percuter le blindage de la cible sur, on l'a vu, peut-être 8 qui vont partir, puisque 8 ça va être votre puissance de feu, il y en a 8 qui vont partir des canons, il y en a 4 qui vont faire boung sur la cible. J'emploie pas le terme de toucher parce que on y reviendra, c'est un vrai terme de jeu. Mais ça vous permet, de mieux comprendre le truc. Pourquoi il y a cette répartition? Une cible qui est de face, c'est une cible qui est en approche. Et une cible qui est en approche, bah, vous allez prendre le cône de projectile de plein fouet. Prenez cette webcam, prenez-moi là comme ça, la cible qui approche, là c'est mon point, ça va être très facile à toucher. Vous pouvez pas le louper. C'est pour ça que sur le tableau de canonnage, vous allez toucher, enfin, vous allez avoir quasiment la totalité des projectiles qui vont arriver à leur cible. Si la cible est de dos, elle s'éloigne. Elle est toujours dans le cône, c'est toujours facile à viser, mais comme elle s'éloigne, elle a une silhouette de plus en plus petite dans le cône. Donc on va reprendre mon point qui est là, et elle s'éloigne. Vous visualisez bien que elle prend de moins en moins de place, donc vous allez avoir de plus en plus de mal à la toucher. Et enfin, la cible de flanc, c'est le moment où elle a une évasion maximale. J'entends que on reprend cette affaire de temps de trajet, avec les projectiles, plus de distance et donc d'anticipation qu'il faut, bah, ces tirs doivent anticiper la position de la cible et donc énormément de projectiles sont perdus. Si vous voulez, complètement, réaliser le truc, je vais faire passer mon point devant la caméra, il va se déplacer de flanc par rapport à vous qui êtes le tireur. Eh oui, un peu plus difficile à viser. Le tableau de canonnage va suivre une certaine logique. Plus les colonnes sont situées sur la gauche du tableau de canonnage, plus elles sont proches, de la puissance de feu, du vaisseau, hein, c'est une colonne à part, plus vous allez avoir de projectiles qui vont impacter la cible. Plus les colonnes se situent vers la droite, moins il va y avoir de projectiles. Et de gauche à droite, en premier, on va avoir les défenses, qui représentent les stations spatiales et les vaisseaux immobiles, qui vont être extrêmement faciles à toucher. C'est gros, ça bouge pas, ça attend de se faire tirer dessus. Si vous décalez un petit peu vers la droite, vous allez avoir les vaisseaux de ligne. C'est gros, c'est pesant, ça a une forte inertie, leur mouvement est facile à anticiper. Vous allez encore plus à droite, vous allez avoir les escorteurs. C'est des petits vaisseaux qui sont rapides, qui sont manœuvrables, qui ont une inertie moindre que les vaisseaux de ligne, qui sont donc plus difficiles à anticiper. Et enfin, vous avez les projectiles autonomes, donc c'est les avions ou les torpilles, etc. Ça relève de la chance ou du désespoir quand vous tirez dessus. Les probabilités pour que vous les dézinguiez avec des tirs de batterie, en fait, sont faibles. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il y a tout ça, comme on l'a vu, s'ajoute la position de la cible en ce qui concerne les vaisseaux. Voilà. Euh, vous avez les clés pour comprendre le tableau de canonnage. Mais c'est pas tout. Puisque le jeu est bien conçu, il va y avoir des modificateurs environnementaux, des éléments externes au vaisseau qui vont perturber la visée ou le trajet des dits projectiles solides. On va retrouver là-dedans la distance. Une cible qui est à 15 centimètres ou moins, c'est un décalage d'une colonne vers la gauche. C'est donc plus de projectiles. Une cible qui est à plus de 30 centimètres, c'est un décalage d'une colonne vers la droite. Elle est éloignée, plus difficile à viser, moins de projectiles. Et petit bonus, une cible qui se trouve devant le soleil. On y reviendra, on a aussi une section sur les phénomènes célestes et je parle du soleil. C'est-à-dire que si le bord de table de la direction du soleil se trouve derrière la cible sur laquelle vous tirez, à ce moment-là, vous doublez le précédent décalage.
C'est-à-dire que si elle est à moins de 15 centimètres, c'est 2 colonnes sur la gauche qui sont décalées, parce que vous la voyez particulièrement bien, vraiment, vous êtes dans son ombre, bref. Là, les contours se dessinent extrêmement bien, vous lui mettez une saucée et par contre, si elle est très éloignée, heu, c'est plus la même, hein. Elle est un peu noyée dans la lumière de l'étoile et vous la voyez moins bien. Attention, on le verra quand on parlera du soleil, ça ne concerne que la moitié, des champs de bataille. Puisque champ de bataille, ça va se diviser en 6 zones quand vous allez établir le terrain, plus ou moins proche du soleil. Évidemment, quand vous êtes sur les abords extérieurs du système solaire, c'est pas la même chose que quand vous vous battez dans la région mercuriale. Ça va pas avoir le même impact. Et enfin, en modificateurs environnementaux, on a les pions impact et les nuages de gaz. Alors les nuages de gaz, pareil, on reviendra dessus, c'est à considérer comme des pions impact en tout point de vue. Leur effet va être que, bah, s'ils se trouvent entre 2 vaisseaux, c'est-à-dire que le tir, vous tracez la ligne entre les deux tiges, du vaisseau qui tire et du vaisseau qui se fait tirer dessus, ou si ils sont au contact du socle du vaisseau tireur ou du vaisseau qui se fait tirer dessus, alors ils vont nuire à la lecture des auspex, la visée va être plus difficile, et ils vont provoquer un décalage d'une colonne vers la droite. Plus difficile à toucher, perturbation environnementale. Il existe aussi des modificateurs défensifs. Ça va être un équipement qui va forcer un décalage d'une colonne vers la droite, donc moins de projectiles. On va retrouver là-dedans le très courant Holochamp, ainsi que le bouclier d'ombre, son pendant pour les Eldar noirs. Donc Holochamp, système de défense Eldar, qui est excellent contre tout sauf des batteries, ça tombe bien, c'est les batteries qui passent par le tableau de canonnage, et donc c'est ce qui nous intéresse. Ici, la seule protection qu'ils vont avoir contre les tirs de batterie, ça va être un décalage systématique d'une colonne vers la droite. Donc, moins de projectiles. Alors, le Loshan, encore une fois, c'est une projection holographique de plusieurs vaisseaux autour du vaisseau. Donc quand on tire dans le doute, on essaie de... On essaie de répartir des tirs pour toucher tout le monde, hein, et puis et du coup, ça fait qu'il y en a moins qui touchent le véritable vaisseau. Et le bouclier d'ombre, c'est une espèce de nuage noir immense qui entoure le vaisseau. Donc, bah, en fait, on tire dans le nuage. C'est comme si on tirait dans des fumigènes. On va essayer de toucher, mais on n'est pas certain de la position. On a aussi le voile de luxure, qui est un pouvoir du chaos qu'on retrouve dans la flotte du plaisir de Slanesh, qui va faire exactement le même effet. Ça va forcer un décalage d'une colonne à droite. Et on va avoir les Hives of Nurgle, qui sont dans la flotte de la peste de Nurgle, hein, vous l'aurez deviné, c'est aussi un pouvoir du chaos, qui va avoir un effet un peu similaire, moins impactant, qui va dire qu'il n'y a pas de bonus à la courte portée quand on va tirer sur un vaisseau qui est équipé des Hives of Nurgle. C'est-à-dire que vous êtes à moins de 15 centimètres, il n'y aura pas le décalage à gauche, vous l'annulez. Il existe aussi des modificateurs offensifs. Bon, j'ai écrit quelques exemples installés sur des vaisseaux, je crois qu'ils y sont tous. J'en ai pas qui me revient en tête là. Si j'en ai oublié, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc dans ces modificateurs offensifs, on va retrouver des petites variantes. Ça va toujours consister d'une manière ou d'une autre à jouer avec les colonnes du tableau de canonnage. On va avoir celles qui vont forcer un décalage d'une colonne vers la gauche, donc plus de projectiles systématiquement. On va en retrouver dans les dons de l'Omnimessie, pour la flotte de Lepus Mechanicus. Bon, encore une fois, c'est un tirage au hasard, donc l'impact va être limité à l'échelle de la flotte. Les croiseurs de bataille de classe Mars et Overlord ont une option, donc c'est pour la flotte impériale, ils vont avoir une option à peut-être 15 points par vaisseau, quelque chose comme ça, pour leur permettre de forcer également un décalage d'une colonne à gauche quand ils tirent avec leur batterie. Sur le Mars, c'est pas... Hein, bon, ça fait trembler personne. Sur l'Overlord, c'est déjà un peu plus intéressant, parce que l'Overlord a beaucoup de batterie en réalité. Ça en fait donc un très bon vaisseau. Il y a les équipements qui vont ignorer le décalage à droite de la portée longue. Alors on l'a vu, les Hives of Nurgle, ça ignorait le décalage à gauche de la portée courte quand on se faisait tirer dessus. Ça, c'est quand on tire sur l'adversaire, on ignore celle de la portée longue. C'est l'exact opposé. On va retrouver les tracking systems de la flotte Tau, qui vont être des vaisseaux qui vont générer une aura de 10 cm, je crois, de portée autour d'eux, et qui vont dire que tous les vaisseaux qui sont dans ces 10 cm vont avoir un bonus aux tourelles, mais surtout vont ignorer le décalage à droite des tirs de portée longue. Mais comme ils vont avoir des batteries qui vont essentiellement tirer à 45 cm, c'est intéressant. Et
Et on va avoir un petit escorteur du chaos qui s'appelle l'Idolator, qui est un escorteur qui coûte 45 ou 50 points, je sais plus. C'est cher pour un escorteur. Sauf que quand vous verrez le profil, vous verrez que c'est un excellent escorteur. Effectivement, c'est cher, donc c'est difficile à utiliser, mais c'est rapide, ça tire fort, ça tire loin, et en plus de ça, il n'a pas de malus pour tirer loin. Ça c'est délicieux. Vous allez en avoir qui vont compter la cible comme étant de face, avant les modificateurs de colonne. C'est-à-dire que peu importe si votre cible est effectivement de face, si elle est de dos, si elle est de flanc, voilà. Vous allez prendre la colonne de face qui correspond à sa catégorie de vaisseau, donc vaisseau de ligne, escorteur. Et ensuite, vous allez appliquer les modificateurs, décalage à gauche, décalage à droite, etc., en fonction de la distance ou de tout ce qu'on a pu voir avant. Là-dedans, vous allez retrouver 2 catégories d'armes qui touchent en réalité des flottes entières. Ça fait partie de leur gameplay. Vous allez retrouver les fameuses batteries Eldar, qui concernent également les Eldar noirs. Oui, c'est très puissant. Mais également les Lightning Arc des Necrons, qui sont un équivalent de batterie, qui ont exactement la même règle, si ce n'est qu'en plus, ils ignorent le décalage à droite des holochans des Eldar. C'est vraiment ah, oh les Eldar c'est chiant, tiens, prends, punition. Ils prennent encore plus cher que toi en retour. Il y a un dernier bonus qu'on va pouvoir croiser, c'est une hybridation des précédents qu'on a pu voir, qui va considérer la cible comme étant de face si elle est dans les 30 cm, et qui ensuite, au-delà des 30 cm, va ignorer le décalage à droite sur le tableau de canonnage. Et là, on va retrouver un Xenotech sur la flotte Rock Traders, donc c'est le même concept que les dons de l'Omni-Messi, l'Aetus Mechanicus. Vous avez bien entendu vu la vidéo qui parle des flottes impériales. Et vous avez également les vaisseaux Fral, donc le vaisseau de ligne Fral et l'escorteur Fral, c'est exactement la même chose. Bon, on est sur une race, Xenos, euh, plutôt discrète dans le lore de 40K, qui est mentionné dans un jeu de rôle, etc. Il n'y en a pas beaucoup plus de traces que ça, mais à Battlefield Gothic, il y a des vaisseaux pour cette faction, et ils font partie des Rock Traders, et ils sont intéressants à jouer. Franchement, j'ai hâte de voir l'un de vous à un événement, peut-être abordage et canonnade, nous sortir une liste Rock Traders qui tourne autour de toutes ces petites factions Xenos, avec juste un ou deux vaisseaux Rock Traders en réalité au milieu. Ça serait délicieux de voir ça. Pour conclure sur le tableau de canonnage, ah, je sais, c'était long, on va voir la prochaine étape, elle est encore plus longue. Tous les modificateurs qu'on a vus se cumulent. Donc vous pouvez avoir à cause du soleil, par exemple, en courte portée, le soleil derrière, vous avez 2 modificateurs vers la gauche. Peu importe la situation, ça veut dire que s'il y a un décalage à gauche et un décalage à droite, ils s'annulent mutuellement. S'il y a 2 décalages à droite, les 2 se cumulent. S'il y a 2 décalages à droite et un décalage à gauche, il y en a un qui annule l'autre, et il reste quand même un décalage à droite. Bref, vous l'avez. La seule limite, c'est le bord du tableau de canonnage, tout simplement. Vous pouvez pas inventer des colonnes. Vous vous arrêtez forcément à la colonne soit la plus à droite, soit la plus à gauche. Je sais que ça peut sembler complexe à première vue, mais en vrai, ça fait sens rapidement. Dès la première partie, vous allez comprendre la logique qu'il y a derrière. En plus, je vous ai expliqué, je vous ai mis mon, mon poing dans la gueule. Je vous l'ai expliqué, donc ça devrait aller encore mieux. Et puis au niveau des modificateurs, on peut s'imaginer, oh, ça fait beaucoup, ça fait des couches de règles en plus, etc. Les modificateurs génériques. Donc je parle pas des équipements spécifiques de vaisseaux, etc. Les modificateurs génériques, là, ceux qu'on a vus avant, donc la distance, les pions impact, le soleil, bah voilà, il y en a 3. Je veux dire, c'est peu varié et c'est très récurrent. Ça va impacter toutes les parties tout le temps en permanence. C'est un petit calcul, une petite adaptation qui va être extrêmement simple à prendre en main. Franchement, ça va aller comme sur des roulettes. En ce qui concerne les modificateurs spécifiques, donc les équipements, les dons de l'Omni-Messi, etc., à l'échelle du jeu tout entier, on en a fait le tour. Je veux dire, c'est rare. C'est quelque chose qui va caractériser un vaisseau en particulier, donc vous allez le retenir. Parce qu'il n'y a pas des couches de règles spéciales, il n'y a pas des équipements, des machins. Vous allez vous en sortir. Vraiment, si votre adversaire, il en a un, ah, déjà, c'est waouh, c'est quelque chose. S'il en a deux, est-ce que vous allez réussir à vous en rappeler? Dans le pire des cas, il va vous le rappeler, hein. C'est pas, c'est pas un monstre. La partie suivante, bon, je l'avais cool, hein, elle va être longue. Plus que longue, elle va être épaisse, hein, tel un pamphlet de 70 pages pour vous apprendre à vous servir correctement de ces fameux
Phénomène céleste dont trop de joueurs évitent de s'approcher. Par manque d'expérience, hein, tout simplement, ils en ont peur. Ils en ont peur et c'est dommage, parce que les phénomènes célestes offrent des opportunités de jeu. On va le voir. On va entrer dans le détail de chacun et comment s'en servir. Et bien entendu, s'ils en ont peur, c'est pas pour rien, c'est que leur usage est toujours plus ou moins risqué. Et ça, c'est normal, puisque Battlefield Gothic est un jeu qui, à chaque fois qu'il va vous octroyer un bonus, va vous affliger d'un malus en même temps. Donc on le verra, plus le risque est élevé, plus la récompense est grande, ce qui rend la prise de décision vis-à-vis de l'usage des phénomènes célestes encore plus intéressante. Je vais diviser les phénomènes célestes en deux catégories. Dans un premier temps, on va avoir les outils qui traînent, qui sont là sur la table et dont vous pouvez vous servir pour tabasser votre adversaire ou vous protéger des coups. On va retrouver donc les nuages de gaz, les champs d'astéroïdes, les planètes et les lunes. C'est les mêmes règles qui les concernent, si ce n'est que les lunes ont besoin d'une planète. Les failles warp et enfin le soleil. Et de l'autre côté, on va aussi voir les menaces qui vont rebattre les cartes, qui vont changer le visage de la partie au moins une fois dans la partie, si ce n'est plus, que sont l'éruption solaire et la vague de radiation. L'éruption solaire, c'est un seul déclenchement par partie, et il est aléatoire. L'effet qui se passe, c'est que chaque vaisseau qui a un bouclier actif prend un pion impact. Pour eux, c'est réglé. Les autres vaisseaux subissent une touche critique incendie. Les incendies, j'en ai probablement déjà parlé dans d'autres vidéos, moi je les adore. Dans le jeu, on se calme, pas de pyromanie ici. Je suis terrifié par le concept des incendies, mais dans le jeu, je les adore puisque ils vont grignoter les points de structure de l'adversaire régulièrement et il va tenter de réparer et tant qu'il répare pas, il perd des points. Je trouve ça très intéressant en termes de jeu et j'ai très souvent eu l'occasion de détruire des vaisseaux comme ça. Il y a quelque chose d'un peu satisfaisant de voir l'adversaire tenter ses jets de réparation, 3 tours d'affilée, de pas y arriver et perdre son vaisseau, quoi. C'est Bref, à la limite, sur les vaisseaux de ligne, c'est pas dramatique, parce que les vaisseaux de ligne, vous allez très souvent avoir des boucliers, ça va encaisser, dans le pire des cas, l'incendie, vous pourrez tenter de l'éteindre, etc. Ce qui est plus gênant, c'est quand ça va toucher les escorteurs, puisque les touches critiques détruisent automatiquement les escorteurs. Ah! Ah oui! Ah, tout de suite, ça va systématiquement faire quelques pertes parmi les escorteurs. Ça peut être encaissé par une alerte impact, bien entendu. L'alerte impact, on reviendra dessus plus tard dans la vidéo. Vous verrez que c'est pas toujours une excellente idée de faire une alerte impact pour se protéger. On verra que le tribut à payer est assez lourd. Pour en revenir aux éruptions solaires, vous n'avez aucun contrôle dessus. Si ça arrive en début de partie, ça n'aura pas beaucoup plus d'impact que de vider votre réserve de pion impact, justement. Par contre, si ça arrive en milieu ou fin de partie, ça peut être un peu plus dérangeant. Vous avez 2 options face à ça. Ça va être soit de temporiser la partie jusqu'à l'éventuel déclenchement de l'éruption solaire. Comme le déclenchement est aléatoire, bah, vous allez pas pouvoir temporiser à l'infini non plus. Si vous ralentissez votre approche, si vous contournez l'adversaire, si vous vous cachez derrière, les phénomènes célestes, si voilà, et puis que, bon, bah, on arrive au milieu de la partie, tour 4, tour 5, toujours pas d'éruption solaire, vous l'avez dans le baba. Voilà, votre stratégie n'a servi à rien et ça va pas marcher. L'autre option, ça peut être d'engager l'adversaire très vite, très fort, l'impacter, se retrouver le plus tôt possible dans la bagarre, en croisant les doigts pour que l'éruption solaire fasse plus de dégâts chez lui que chez vous. Dans les deux cas, il n'y a pas de bonne stratégie. Vraiment, c'est aléatoire, ça touche tout le monde équitablement. Bon, il y a peut-être des flottes que ça va plus gêner que d'autres, donc à voir, ça va être à vous de le sentir. Enfin, un gros impact que ça va avoir, on l'a dit, ça va être bah, l'alerte impact, hein, justement, et la question du contre-coup. Puisque, si vous faites une alerte impact, qui a donc une chance sur deux de protéger vos fameux escorteurs, ou même vos vaisseaux de ligne, hein, ça fonctionne aussi hein, contre l'application de la touche critique. Une chance sur deux, puisque c'est sur un 4+, c'est sauvegardé, ça ne s'applique pas. Le problème, c'est que bah, derrière, votre puissance de feu est divisée par deux et vous n'avez pas d'ordre. Donc, si vous optez
pour claquer du cul et balancer alerte impact sur tous vos escorteurs machin, sachez que vos escorteurs sont hors jeu pendant un certain temps. Ça laisse, du temps à votre adversaire, s'il est plus manœuvrable que vous par exemple, pour vous contourner, en imaginant qu'il ait fait la même chose. Ou alors, si, s'il a décidé d'encaisser, de prendre le pari, bon bah, à ce moment-là, il va commencer à vous rentrer dans le lard, méchamment et vous aurez du mal à vous défendre puisque vous serez sous alerte impact. Au final, c'est un phénomène céleste qui est rare et qui est relativement peu impactant. Je sais, je vous en ai fait un tableau monstrueux, ça doit faire 5 minutes qu'on en parle. En vérité, de toutes les parties que j'ai fait où il y a eu une éruption solaire, l'impact était très limité. Ça a souvent été, allez, un incendie d'un côté, 2 escorteurs détruits de l'autre. Bon, pas de quoi retourner une partie, quoi. Voilà. Et bien entendu, je ne mentionne pas le scénario spécial que j'avais sorti à un précédent événement, qui se passait vraiment à proximité d'une étoile qui dégazait comme pas possible. Où ça risquait d'arriver à tous les tours. Je sais qu'il y a des gens peut-être parmi vous là, qui regardent cette vidéo, qui étaient présents, qui ont joué ce scénario, qui ont testé ce scénario avec moi en amont, et qui l'ont absolument détesté. Moi je l'ai adoré. Je l'ai trouvé beaucoup trop drôle de jouer dessus. Peu importe la flotte que j'utilisais, bref. C'était un vrai plaisir, mais ça ne compte pas, c'est un scénario spécial, fait maison avec des règles spéciales. En temps normal, éruption solaire, c'est une seule occurrence par partie. La vague de radiation, pareil, on est dans les menaces, puisque vous n'avez pas de moyen de vous en servir, réellement. Ça va également être un déclenchement aléatoire, sauf que va y avoir plusieurs occurrences par partie. Là où l'éruption solaire, ça vous dit, bon, bah, une fois que la première est passée, il n'y en a pas d'autres. Voilà, parce que les éruptions solaires, c'est pas... C'est fréquent, mais pas à ce point. Les vagues de radiation, les orages magnétiques, hein, donc, c'est un autre délire. Chaque tour. Chaque tour, il y a une chance de déclenchement. Et ce qui va se passer, si, s'il y a une vague de radiation, c'est que la valeur de commandement de tous les vaisseaux, encore une fois, hein, les vôtres, ceux de votre adversaire, etc., va être réduite de D6. C'est une valeur unique pour toute la table, c'est pas un D6 sur chaque vaisseau en moins, hein, non, c'est si vous roulez un 4, et bah c'est moins 4 de commandement pour tout le monde. Et en plus de ça, petit bonus, les relances de commandement sont alors limitées au vaisseau ou à l'escadron propriétaire pour le tour. On l'a vu, ça concerne surtout les relances de commandement de l'amiral de flotte, qui normalement le fait sur toute la flotte, peu importe la distance, etc. Là, ça va juste être pour son vaisseau ou son escadron. C'est un phénomène céleste qui handicape régulièrement les flottes. Ça va reporter le momentum de la partie, voire en priver les joueurs. C'est vraiment, ok, bon bah ce tour-ci, voilà, je peux pas faire d'ordre, mes ordres passent pas parce que j'ai un commandement tout pété. C'est con, c'était un bon tour pour faire des trucs, et puis votre adversaire, à son tour, et ça va être la même chose. Ça va juste délayer d'un round le momentum de la partie, et des fois, bah juste, ça va vous baiser la gueule, parce que c'était le tour crucial pendant lequel tout allait se jouer, et les suivants, bah il y aura pas ça, puisque les suivants, il faut 4 tours de plus pour que les gens se repositionnent et tout, voilà. C'est foutu. Autant dire que j'ai des souvenirs de batailles dans lesquelles ça fout un sacré boxon. Je trouve ça très drôle, même si c'est parfois injuste. Mais c'est le hasard, au final. Est-ce que le hasard, c'est pas le truc le plus juste? Est-ce qu'on n'est pas tous égaux devant le hasard? Ah, à méditer. Mon conseil pour jouer sereinement dans des vagues de radiation, c'est de partir du principe que vous n'aurez pas d'ordres spéciaux au tour suivant. Autrement dit, ça va vous demander d'anticiper davantage votre placement, puisque si vous n'avez pas d'ordres spéciaux au tour suivant, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'en avant toute, ça veut dire qu'il n'y a pas de virage serré, ça veut dire qu'il n'y a pas de rétrofusée, donc il n'y a pas de mouvement spécifique, il n'y a pas d'adaptation de dernière minute, il n'y a pas de... Bref. Il faut imaginer que le prochain tour, vous jouez sans ordre. Ça va aussi demander d'économiser le lancement des autonomes. Si vous avez une flotte qui repose quand même pas mal sur les bombardiers, les torpilles, etc., en temps normal, il est facile d'imaginer que vous allez tenter d'en envoyer un maximum, puis de recharger, puis d'en envoyer un maximum, puis de recharger, etc., dès le début de la partie, puisque ça va augmenter vos chances d'en générer plus.
À partir du moment où vous êtes pas certain de pouvoir passer les ordres spéciaux au tour suivant, et donc de faire de rechargement, et donc d'avoir de nouveaux autodômes qui sont prêts à être lancés, je pense que ça vaut le coup d'attendre, d'être à portée pour être sûr, de frapper. C'est-à-dire que votre vaisseau soit par exemple à 20 centimètres d'une cible, pour lui envoyer des bombardiers, parce que vous savez que le tour où vous les lancez, vous lui mettez dans la poire. Alors que si vous restez à 60 centimètres, bon bah vous lancez les bombardiers, ils font 20 centimètres, tour d'après, ah non j'ai pas d'avion. C'est fini. Tour encore après, non, j'ai pas d'avion. Votre adversaire a eu 3 tours pour les gérer. Il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu ouais, d'affrontement d'autonomes en réalité. Et autre élément, ne pas tarder pour désengager un vaisseau endommagé. Puisque, encore une fois, bah, le désengagement se fait sur un test de commandement. Si vous perdez 4 au commandement, le désengagement est plus compliqué quand même. Je sais que des fois, on est tenté de rester avec un vaisseau qui tout fraîchement désemparé, mais qui est au milieu de la mêlée, et qui risque vraiment sa peau. Mais on se dit, vas-y, il peut tenir un tour de plus à prendre des tirs, et puis après je le désengage et c'est bon. Bah là, il faut pas trop compter dessus, hein. Imaginez qu'au tour d'après, vous n'arrivez pas à le désengager à cause des radiations. Ou tout simplement des vaisseaux qui sont salement endommagés, mais vous dites, ah, je peux peut-être réussir à le faire passer derrière le champ d'astéroïdes, comme ça je me mets à l'abri des tirs, je désengage pas avec. Mon adversaire ne détruit pas non plus, on est bon, il peut revenir, je peux tourner, relancer deux torpilles, etc. Non, 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 allez, vous le désengagez, c'est fini, parce que si au dernier moment vous avez besoin de le désengager, puis qu'au dernier moment vous vous êtes pris dans les radiations, c'est fini. C'est foutu. J'ai une petite anecdote à vous raconter sur, sur les vagues de radiation. J'ai fait une partie, il y a plus d'1 an déjà, je pense, où j'ai prêté ma flotte orc à un de mes copains. Et j'ai joué, je sais plus ce que j'ai joué, pas très important ce que j'ai joué au final, puisque c'est de son côté que cette anecdote se passe. Donc les orques sont connus pour avoir un mauvais commandement. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de commandement 5, beaucoup de commandement 6, c'est terriblement nul. Mon adversaire fait une partie, dantesque où, il fait des gros jets de dés. Tout le temps. Il fait des 5, des 6, mais vraiment un ratio incroyable. Moi, je commence à l'avoir un peu mauvaise, un peu le seum, parce que tout ce que je fais, ça foire, lui, tout ce qu'il fait, ça réussit, c'est casse-pied, malgré ses valeurs de commandement ridicules. Pour le coup, il a eu un tirage un peu minable. Et surgit une vague de radiation, pendant son tour. Et une vague de radiation où il fait un 6. Il faisait que des 6. Depuis le début, il a fait un double 6. Ça a donc provoqué la vague de radiation. C'est sur un double, hein, pas forcément un double 6. Donc il a fait double 6, ça provoque une vague de radiation. Il refait 6 derrière. Du coup, c'est moins 6 de commandement pour tout le monde. Ce qui est très rigolo, hein, vous en conviendrez. Sauf pour lui. Puisque si un vaisseau passe à commandement 1 ou moins, il est forcé de tenter de désengager. Il est forcé de tenter de désengager avec un commandement tout pourri. Donc il va pas y arriver. Donc il va tenter de s'approcher du bord de table le plus proche, etc. Donc, avec son 6, il a énormément de vaisseaux qui sont passés commandement 0, commandement -1 ou commandement 1. Donc, ça a commencé par un mouvement où il a dû tenter de se rapprocher des bords de table. Donc ça a complètement foutu le bazar dans sa flotte, elle s'est étalée dans tous les sens. Puis il a dû faire des tests pour se désengager. Sauf que le désengagement, il y a des bonus et des malus qui vont s'appliquer. Vous avez un malus de -1 à votre commandement par autonome ou vaisseau ennemi dans les 15 centimètres. Et vous avez un bonus de +1 de commandement par pion impact dans les 5 centimètres, et de +3 de commandement par phénomène céleste dans les 15 centimètres. Et on avait beaucoup de nuages de gaz. Chaque nuage de gaz, c'est souvent des D3 plus 1, D3 plus 3, des machins, chaque nuage de gaz donnait +3. Donc il a été forcé de désengager à cause de son commandement nul ou négatif, et il a réussi à désengager avec les bonus apportés par la quantité de nuages de gaz qu'il y avait autour de ses vaisseaux. Donc il s'est retrouvé, d'un coup, il passe de
je défonce mon adversaire, je lui roule dessus, à ma flotte désengage. Sans aucun contrôle sur le truc, au pire moment. Et il lui restait, je crois, un escadron d'escorteurs qui avait échappé au truc et un croiseur qui se baladait, qui était du coup tout seul au milieu de la pampa. On a hurlé de rire, voilà. Alors sur le coup, on a eu un débat, je me souviens, parce qu'il a commencé à avoir le seum, ce qui se comprend. J'ai eu le seum pour lui, parce que je suis empathique. Et puis derrière, on s'est dit, bah non, en fait. On va pas ignorer ce tirage de dés, parce que si on ignore ce tirage de dés pour continuer à jouer, pour la petite satisfaction immédiate, ça n'en fera qu'une partie parmi d'autres. On va suivre la règle, on va l'appliquer, et son résultat désastreux avec. Et ce qui va se passer si on fait ça, c'est qu'on va s'en souvenir toute notre vie de wargamer. Peut-être même toute notre vie de manière générale. Résultat, on en parle encore régulièrement. Et on en parle en rigolant. On est mort de rire à chaque fois. Parce que c'était fandard, c'était drôle, c'était marrant, c'était improbable. Bref, la punition pour ne faire que des 6. Pour en revenir du coup et conclure sur la vague de radiation, c'est un phénomène céleste rare, qui ne se produira que dans certaines régions, etc., mais qui est extrêmement impactant. Vraiment. On l'a vu, ça provoque un chaos monumental. Bonne chance. Voilà. Maintenant qu'on a vu ces deux menaces, on va dire, ces deux phénomènes célestes qui n'ont pas de représentation sur table et qui sont strictement liés à la proximité avec l'étoile, vous comprenez pourquoi dans le générateur des champs de bataille, ils vous disent de manière tout à fait premier degré que, en général, les amiraux, les capitaines, etc., évitent de s'affronter à proximité d'une étoile parce que c'est dangereux. C'est une espèce de gentleman agreement entre toutes les factions de Warhammer 40 000 qui disent attends, d'accord, on s'entretue, mais viens, on le fait à un endroit où c'est pas un match nul parce que c'est l'étoile qui a gagné, quoi. Mais enfin, voilà. On va revenir sur les phénomènes célestes un peu plus réguliers, et c'est là où on va passer le plus de temps, encore une fois. Les nuages de gaz. Les nuages de gaz, c'est à considérer comme un gros pion impact permanent qui ne se retire pas. Donc ça fait exactement les mêmes effets. Ça va faire -1 au commandement pour les tests d'ordre spéciaux, pour les vaisseaux qui sont en contact. Ça va également leur réduire le bouclier de 1, s'ils sont en contact. Ça va réduire de 5 centimètres leur mouvement, s'ils sont en contact ou s'ils sont censés terminer le mouvement dedans, auquel cas bah, ils terminent juste avant, ils n'ont plus assez de mouvement pour entrer dedans. Les autonomes qui vont les traverser vont être détruits sur un 6, sur un D6. Et enfin, il va y avoir un décalage à droite sur le tableau de canonnage pour tous les tirs qui passent à travers un nuage de gaz ou où il y a un des vaisseaux qui tire ou qui est ciblé, qui est dans un nuage de gaz. Comme pour les pions impact, ces effets ne se cumulent pas à l'exception du bouclier. La réduction du bouclier n'est pas un effet propre aux pions impact et aux nuages de gaz, c'est un effet qui est propre aux règles de bouclier. Vous soustrayez 1 pour chaque pion impact / nuage de gaz au contact de votre vaisseau. Ce qui veut dire que tout ce qu'on a vu, le commandement en moins, le mouvement en moins, les autonométries sur un 6, le décalage à droite, ça ne se cumule pas. Peu importe si vous avez un nuage de gaz plus un pion impact, peu importe si vous avez 2 nuages de gaz, 2 pions impact, etc. Les 3 derniers effets qu'on voit sont exploitables défensivement. Et oui, parce que bon, autant le -1 de commandement pour les ordres spéciaux, vous allez pas amener votre adversaire dans un nuage de gaz pour lui appliquer le malus. Par contre, bah, un adversaire qui veut s'approcher de vous, s'il doit traverser un nuage de gaz pour ça, il perd du mouvement. Donc il a plus de mal à s'approcher de vous. Si un adversaire vous envoie des torpilles ou des vagues de bombardiers, et que bah, du coup ils doivent entrer dans un nuage de gaz, bah, les chances sont faibles, mais il y a une chance pour que bah, son attaque échoue totalement, puisque ses autonomes sont perdus. Et enfin, le plus simple et le plus évident, bah, quand il vous tire dessus, eh ben, il vous tire moins bien dessus. Alors attention, entrer dans un nuage de gaz pour profiter de ses effets, c'est un move pas forcément des plus malins. Si vous avez la possibilité de rester derrière pour quand même que les tirs passent à travers, que les autonomes passent à travers, etc., c'est bon pour vous. Voilà, vous êtes bon, vous prenez pas de risques, et vous bénéficiez d'un petit bonus défensif. On peut traduire ça par l'équivalent d'un couvert léger dans certains jeux. Bon, vous aurez l'idée.
Et donc ouais, en soi, le nuage de gaz, c'est un phénomène céleste qui est commun, c'est vraiment très courant, vous allez en avoir sur toutes les tables, et c'est peu impactant. Voilà. Vous allez souvent éviter de passer dedans, mais c'est pas des grosses zones, c'est des petites bandes. Il y en a plusieurs, mais c'est toujours dans la même direction par rapport au soleil. Bref, ça devrait pas trop vous empêcher de naviguer. Sauf si vous êtes un tyrannide, mais ça, c'est une autre histoire qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Les champs d'astéroïdes. Ah, les champs d'astéroïdes. Eux, ils ont 3 règles. La première, la plus importante, ça bloque les lignes de vue au-delà de 10 centimètres. C'est-à-dire que si votre cible, est dans les 10 centimètres et que vous êtes, il y a des astéroïdes, voilà, que lui soit dans un champ, que vous soyez dans un champ, que vous soyez tous les 2 dans le même champ ou dans 2 champs différents, peu importe, à partir du moment où il y a des astéroïdes, où la zone de champ d'astéroïdes, le terrain, délimité des champs d'astéroïdes est en contact avec le socle de votre vaisseau, à partir de ce moment-là, les lignes de vue sont bloquées au-delà de 10 centimètres. Pas mal, hein? C'est fort, hein? Ah ouais, 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 c'est pas mal. Accessoirement, ça va détruire les torpilles qui tentent de les traverser. Bah, autant les avions, comme on le voit juste après, les autres autonomes sont détruits sur Lucis, parce que c'est contrôlable, c'est agile, il y a juste pas de chance, de temps en temps, bon bah on n'a pas vu le caillou, on est mort quoi. Les torpilles, elles ont pas cette manœuvrabilité, donc elles vont juste s'éclater à 100% de chance dans un astéroïde, et elles vont être perdues. Les astéroïdes, ça reste quand même des phénomènes célestes dangereux. Dans le sens où, si vous voulez traverser un champ d'astéroïdes, ou entrer dedans, ou en sortir, ou peu importe, il va falloir faire un test de commandement pour naviguer à travers sans encombre. En cas d'échec, votre vaisseau prend des 6 touches. Voilà. En cas d'échec, votre vaisseau prend des 6 touches. Chaque point de bouclier que vous avez, actif évidemment, va annuler une de ces touches sans générer de pion impact. C'est juste, c'est un petit caillou désintégré dans le bouclier, voilà, pas de pion impact, c'est pas la peine. Les escorteurs, tous, de toutes les factions, peuvent nativement relancer ce test, puisqu'ils sont plus agiles que les vaisseaux de ligne, donc ils vont y arriver. Attention, ceci dit, cette relance native des escorteurs pour traverser les champs d'astéroïdes ne se cumule pas à une éventuelle relance de commandement. La relance de commandement, je veux dire, c'est comme dans tous les jeux Games Workshop, on ne relance pas une relance. Voilà. Si votre relance a échoué, vous l'avez dans le baba. Et enfin, sur les D6 touches qu'on a vues, s'il y a des touches excédentaires. Alors imaginons que vous avez un escadron d'escorteurs, voilà, vous avez 3 escorteurs. Il y en a 2 qui passent dans le champ d'astéroïdes et 1 qui reste à l'écart. Dans ce cas, les touches ne s'appliquent qu'aux vaisseaux ayant réellement traversé. Donc vous allez avoir le premier escorteur avec son bouclier qui va annuler une touche. Ensuite, il va prendre la touche suivante. S'il n'a pas fait d'alerte impact, il est mort. Tout simplement. Puisqu'il n'y a pas de jet de blindage, hein. C'est boum, c'est dedans, t'as perdu ton point de structure. Et imaginons que vous aviez roulé un 3 par exemple, du coup il vous reste une touche excédentaire, et cette touche excédentaire, elle va aller sur l'autre vaisseau qui est dans le champ d'astéroïdes, mais pas sur le vaisseau qui est en dehors. En termes d'intérêt, je pense que vous l'avez vu, ça permet de bloquer les lignes de vue. C'est génial! Bloquer les lignes de vue, ça va vous permettre de vous approcher, de manœuvrer, de fuir, etc. Le tout à l'abri des tirs. Votre adversaire ne peut rien y faire. S'il veut venir vous chercher, alors il peut tenter de vous envoyer des bombardiers, par exemple, mais pas des torpilles, ou alors il faut qu'il se rapproche lui-même dans les 10 centimètres. Donc très souvent, ça veut dire également entrer dans le champ d'astéroïdes, donc prendre un risque, etc. à son tour. Bref, c'est absolument génial. Comme on l'a vu, la traversée est risquée. Encore une fois, c'est à temporiser, on l'a vu, il y a le test de commandement, il y a éventuelle relance, il y a le bouclier, il y a l'alerte impact. Bref, c'est pas inexploitable. C'est risqué, mais c'est pas inexploitable. Du fait que ce soit risqué, cependant, il y a beaucoup de joueurs qui vont les considérer comme infranchissables. Parce que, ok, ils ont accepté qu'on ne pouvait pas tirer à travers. Mais ils se sont dit, de manière à prendre en main, à avoir une vision globale plus facile sur la table, à peut-être projeter que les champs d'astéroïdes étaient infranchissables également, puisque ils vont pas les franchir, parce qu'ils veulent pas prendre de ce risque. Mais du coup, ils vont se faire avoir par surprise. Parce que si leur adversaire est un peu plus expérimenté, un peu plus couillu des fois, parce que traverser les champs d'astéroïdes avec un commandement 5, ça se tente aussi, hein. Je l'ai déjà fait, ça a déjà marché, hein. Donc soit plus expérimenté, soit plus couillu, soit les 2, lui, il va pas hésiter à les traverser.
Il va s'en servir, il va contourner, il va jouer autour et puis au dernier moment, hop, il va tourner, il va braquer, il va passer à travers, verrouillage et il va vous rentrer dans le lard. Donc les champs d'astéroïdes, il faut jouer avec. Il faut entrer dedans, il faut naviguer à travers, il faut s'en servir pour tendre des embuscades. Oui, vous allez perdre des vaisseaux dedans, oui, vous allez faire des trucs cons, encore une fois. Allez, autre anecdote, le fameux capitaine Ogreen, sur un lunar, je crois. Alors j'avais prêté ma flotte impériale à un autre copain, et des fois on s'échange les flottes pour railler un peu les plaisirs. On jouait un scénario de convoi, où il défendait un convoi impérial, hein, voilà, les transporteurs, et moi je jouais Eldar Noir et j'attaquais le convoi. Et il se retrouve à un moment, il décide de pas trop anticiper son virage, il va déplacer son croiseur, il va faire un verrouillage, au lieu de commencer à tourner. Il verrouille, il tire, il doit me faire un petit dégât ou deux, un truc comme ça. Ce qui est bien. Sauf que derrière, il avait pas fait de mesures particulières, pas d'anticipation particulière. Du coup, il fait un virage serré parce que bah, il a pas tourné au tour précédent, donc faut qu'il tourne 2 fois ce tour-ci, quoi. Sauf que son virage serré l'amène tout pile, à ce que son socle entre en contact avec un champ d'astéroïdes. C'est vraiment l'image, je l'ai encore en tête. Incroyable. Vraiment, on voit le vaisseau dont la carlingue vient frotter contre, contre les astéroïdes, et il a fait un 6. Ah, ah, ah. Il a fait un 6, il a pris ses 4 points de structure dans la mouille, et donc il a désemparé son vaisseau. Vaisseau qui était fou, là, 8 points de structure, donc il a fait un 6, 2 boucliers en moins, 4 dégâts pris. Vaisseau désemparé. Bien joué, le capitaine au green. Ah putain, celle-là aussi je me rappelle. Et par contre, cette partie-là commence à dater, elle a bien 3 ans, je pense. L'autre était l'an dernier, celle-là, elle a bien 3 ans. Donc voilà, jouez avec, n'oubliez pas qu'à tout moment, ça peut se retourner contre vous, mais en termes de probabilité, il y a plus de chances que vous fassiez des dingueries grâce aux astéroïdes, plutôt que vous perdiez vos vaisseaux de manière débile. Bref, pour conclure sur les astéroïdes, c'est des phénomènes célestes qui sont à la fois communs et impactants. Voilà, c'est vraiment, je m'attarde dessus, c'est vraiment important de jouer avec, parce que vous allez en avoir sur toute l'étape de jeu. Les planètes et les lunes. On parlait de trucs importants. Voilà, on est sur un niveau, les gars. Bon, en règle, qu'est-ce qu'on a? Ça va détruire les torpilles qui entrent en contact. Ah oui, dans le pire des cas, la torpille, la planète est trop grosse, la torpille ne l'évite pas, ou est juste prise dans le champ de gravité, bref. Torpille qui entre en contact d'une planète ou d'une lune, c'est fini. Je vais dire planète jusqu'à la fin, d'accord? On va arrêter de parler des lunes, c'est exactement la même règle. Ça va bloquer les lignes de vue, à partir du moment où la ligne de vue passe par les 2 contours de la planète. Parce qu'on considère que si votre vaisseau est sur la planète, pour ça qu'on utilise souvent des gabarits plats, sous les modèles sphériques, pour pouvoir les retirer et placer les vaisseaux. On considère que les vaisseaux qui sont sur la planète, en fait, sont au-dessus ou en dessous de la planète par rapport au plan de la bataille. À ce moment-là, ils peuvent quand même tirer sur leur cible et se faire tirer dessus. Par contre, à partir du moment où ils sont derrière la planète, donc que la ligne de vue franchit les 2 contours, on considère que vraiment ils sont derrière et qu'il n'y a plus de ligne de vue possible. En plus de ça, les planètes vont générer un champ de gravité. Alors, ça va être à une portée de 10, 15 ou 20 centimètres autour de l'astre. Ou 15, 20, 25. Ah, je crois que c'est 10, 15, 20. Ça va dépendre de la taille de la planète, hein, petite, moyenne, géante. Encore une fois, c'est du détail, c'est pas important pour le moment. Et en termes d'effet, bah, ça va vous faire bénéficier à vos vaisseaux d'un premier virage bonus, uniquement en direction du centre de la planète, au début du mouvement, si on est dans le champ de gravité. On va avoir un deuxième effet, qui va de vous permettre d'avoir un second virage bonus, uniquement en direction du centre encore une fois, à la fin du mouvement, si le mouvement se termine dans le champ de gravité. Et ça, c'est peu importe les restrictions de mouvement. C'est-à-dire que si vous êtes en verrouillage, par exemple, un ordre spécial qui vous empêche de tourner, bah vous pouvez quand même tourner avec ça. Si vous êtes trop lourd pour faire plusieurs virages, bah vous pouvez quand même. Ça peut également se cumuler à un virage serré, ce qui fait que vous faites 4 virages. Commence à être pas mal.
Ça permet, de faire ça en restant en allant à basse vitesse. Ça permet de faire ça avec, un cuirassé, ça permet de bref. En plus de ça, le champ de gravité va permettre une orbite stationnaire. Un vaisseau, au moment de se déplacer, peut décider de rester immobile dans le champ de gravité. Alors immobile, c'est immobile. C'est-à-dire que, telles que les règles sont écrites, il y a pas de virage non plus. C'est immobile, c'est pas de virage. Le virage est un mouvement. Heu, donc immobile, sans exploiter les virages du champ de gravité, ça reste intéressant. Heu, puisque, bah, vous n'êtes pas sans le savoir que, les vaisseaux de Battlefield Gothic, ont tous un mouvement minimal, qui est la moitié de leur mouvement maximal. Qui donc, fait que, bah, ils sont toujours obligés d'avancer. Et là, non. J'ai décidé que j'avancerai pas, mais j'ai pas besoin d'ordre de rétrofusée pour ça. Attention cependant, un vaisseau qui se déplace de moins de 5 centimètres compte comme une défense. Là, vous vous déplacez de 0, donc vous comptez comme une défense. On a vu le tableau de canonnage. Ça veut donc dire que vous allez, prendre plein tarif sur les tirs de batterie. Va également vous rendre un peu plus sensible aux torpilles, puisque si vous êtes immobile, les torpilles, longue portée, pourront vous chercher, mais on reparlera des torpilles plus tard. Les planètes sont très utiles en scénario. C'est l'élément central, des scénarios d'exterminatus et de débarquement. Et accessoirement, au-delà des scénarios spéciaux, hein, si jamais vous tirez une planète dans la génération du champ de bataille, le joueur défenseur, devient donc défenseur de la planète et a accès à des défenses orbitales pour constituer sa liste. Alors oui, dans Battlefield Gothic, vous constituez vos listes après avoir établi le scénario et le champ de bataille, en temps normal. En pratique, on n'est tellement pas habitué à faire ça par rapport aux autres jeux que on s'adapte. Si on veut jouer avec son pote à une planète avec des défenses, machin, on voit ça en amont, on se bricole ça, bon, on se met d'accord. Mais voilà. Mais force est de constater que l'usage prend le pas sur la loi. Avoir le contrôle sur une planète, c'est tenir un bastion. Puisque, on l'a vu, vous avez la possibilité d'attendre que l'adversaire approche. Ça vous permet un repositionnement constant et optimal, grâce à vos virages supplémentaires. Ce qui veut dire que, bah, vous êtes toujours en mesure, de profiter de votre meilleur arc de tir, avec votre meilleur verrouillage, d'exposer votre meilleur blindage, le cas échéant, et surtout, bah, ça rend votre position impossible à contourner. Parce qu'elle est sphérique, parce que, vous pouvez toujours choisir de vous mettre derrière pour être à l'abri des tirs, et parce que, bah, vous tournez à tous les moments. Il y a pas d'angle mort dans votre défense. Ça en fait un phénomène céleste très polarisant, à moins d'être excentré. Parce qu'on va le voir, vous vous en rendrez très vite compte sur vos parties, si la planète elle est dans un coin de la table. Bon, vous allez pas rush la planète. Vous allez tendance à avoir à l'ignorer, parce que le premier qui va s'engager dans sa direction, bah, l'autre joueur va le déglinguer. Vraiment, va lui tirer dessus un maximum. Parce que, bah, il y a un temps de trajet, on va dire, pour s'y rendre. Par contre, si elle est dans une position centrale, les potes, ça va être la bagarre. Ah, voilà, là j'ai noté engagement souvent brutaux et sans concession pour cette position stratégique. Putain, qu'est-ce que c'est bien écrit, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que celui qui s'accapare la planète en premier, et quand je dis la planète, c'est pas un truc de contrôle comme on contrôle un objectif, faut rester à 3 pouces, machin. Non, 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 non. C'est juste, vous y êtes. C'est tout. Vous y êtes. Vous profitez de ses effets. Votre adversaire profite aussi de ses effets. C'est un carnage, et le premier qui s'en éloigne, en fait, a tendance à perdre un avantage certain sur son adversaire qui lui reste. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est un phénomène céleste qui est assez rare. Alors vous avez des chances d'en tirer sur toutes les régions du système, mais les chances sont quand même assez rares, et surtout il faut qu'il soit en position centrale pour être vraiment impactant. Quand il est sur le côté, c'est un peu plus anecdotique. Les failles warp, là on commence à entrer dans un truc un peu spécifique, parce que les failles warp, vous allez pas en voir souvent. Moi, il m'a fallu des années de jeu à tirer sur le tableau de génération pour avoir une faille warp. Vraiment, ça a mis très longtemps à arriver. Il me semble qu'elle est générée uniquement dans les extérieurs du système et uniquement sur un 6. Bref, c'est extrêmement rare. Qu'est-ce que ça fait une faille warp? Eh ben une faille warp, ça bloque les lignes de vue. Alors oui, les lignes de vue comme ça, vous dites oui, les astéroïdes ont fait ça, les planètes ont fait ça.
Les astéroïdes sont fréquents, les planètes sont un peu plus rares et c'est un peu plus technique à utiliser. Donc au final, il n'y a pas tant d'effets qui bloquent les lignes de vue. Et encore une fois, c'est des effets qui sont petits. Une planète, ça fait 20 centimètres de diamètre. Une fire warp, ça fait 10 ou 15 centimètres de long, je crois. Sur une table qui fait 120 par 180. On se rappelle. Voilà. C'est pas monstrueux, quoi. Et aussi, ça va détruire tous les autonomes qui s'en approchent, qui entrent en contact. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de capacité warp, alors ça se passe très mal pour eux. L'effet d'une faille warp, ça va être de proposer une téléportation. Un vaisseau qui entre en contact avec une faille warp, volontairement ou non, c'est la même chose, c'est pas le choix, va faire un test de commandement, mais pas un test de commandement sur 2d6, un test de commandement sur 3d6. Cumulé, on garde les 3 résultats. Ah ouais, tout de suite, hein. Si vous réussissez, alors attention, si vous réussissez, c'est l'Eldorado, vous jetez 2d6, imaginons qu'on fait 8, voilà. Vous multipliez ça par 10, donc ça fait 80, et votre vaisseau peut être positionné librement dans un rayon de 80 centimètres. Librement, c'est pas il est à 80 centimètres, il est dans les 80 centimètres. Vous pouvez le mettre au même endroit. Il revient en arrière. Vous pouvez le mettre de l'autre côté de la faille. Vous pouvez le mettre derrière les lignes ennemies. Vous pouvez le mettre au contact d'un vaisseau et déclarer un abordage. Vous pouvez faire des dingueries avec. Si vous ratez, parce que 3d6 cumulés, vous avez quand même plus de chances d'échec que de réussite, votre vaisseau est perdu dans le warp. Oh, oh c'est dommage. Et bah du coup, il se passe quoi pour un vaisseau perdu dans le warp? Et bah il se passe plus rien pour lui. Il a quitté le champ de bataille. Vous jouez plus avec. Et en fin de partie, vous allez jeter un dé. Sur un 1, il va compter comme étant détruit. Genre vraiment, il est perdu définitivement, il reviendra jamais. Ah, c'est chiant, donc ça veut dire des points de victoire pour l'adversaire. Et sur un 2 à 6, donc ça va, il revient dans la flotte. Après la bataille. Donc il donne pas de points de victoire à l'adversaire, mais vous avez quand même perdu l'usage de ce vaisseau. C'est un peu... c'est lourd, quoi. C'est lourd à porter. C'est vraiment ce qu'on appelle du high risk, high reward, parce que les risques sont énormes. Et en même temps, si vous y arrivez... si vous y arrivez, bah ça en valait la peine, hein. Worth it, hein, comme on dit. Hein. Parce que ouais, bah, le risque de se passer d'un vaisseau, voire donner ses points de victoire à l'adversaire, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Par contre, ouais, vous pouvez retourner une partie. Exemple de vaisseaux qui peuvent l'exploiter au maximum, je pense au cuirassé d'abordage. Ah, en temps normal, un cuirassé d'abordage, ah, c'est la marotte de beaucoup de joueurs, mais en termes d'application réelle des dégâts, c'est pas... hein, on n'est pas là, quoi. On n'est pas là. Le cuirassé orc. Malheureusement, ça a un faible commandement, les orques. Pas sûr que vous ayez envie de l'envoyer dedans. Le vaisseau russe tyrannide. On peut se poser la question de la viabilité du fleuve de faire entrer un tyrannide dans le warp. Je suis pas sûr que ça a été élucidé, ça, c'est ce qui se passait. Bah le risque en faisant ça, c'est de perdre le contrôle synaptique. Vous avez plus de vaisseau russe, vous avez plus de contrôle synaptique. Votre flotte, c'est des animaux, ils font n'importe quoi, c'est compliqué à justifier. À la limite, il y en a un auquel je pense, ça peut être des cuirassés marqués de cornes, des Zolator par exemple, des cuirassés à 300 points. Le Slaverer, qui est le rename du profil anciennement du Conqueror, hein, avant la création et l'implémentation dans le lore des Gloriana. Voilà, j'avais le mot sur la bouche. Le mot sur la bouche, sur la langue. Et 1h30 d'enregistrement actuellement. Je commence à fatiguer. Des choses un peu plus intéressantes, éventuellement un peu plus fiables, ça peut d'envoyer une canonnière qui verrouille, qui avance en ligne droite dans la faille warp, et qui peut ressortir par exemple sous le nez d'un croiseur Eldar ou d'un cuirassé Eldar. Là, le rapport bénéfice-risque est un peu plus intéressant. Vous entrez un vaisseau à, je sais pas, 160 points... allez, on va dire, on prend large, on va dire un vaisseau à 180 points, avec beaucoup de batteries, qui verrouille, donc qui va relancer, etc. Et là, vous le mettez sous le nez d'un Eldar, à courte portée, de face. Autant dire que là, votre carnage de la flotte du chaos va réellement porter son nom, puisque il va complètement annihiler la cible. Par contre, bah, encore une fois, vous avez un risque de le perdre. Après, vous perdez qu'un croiseur si vous le perdez. Le jeu peut en valoir la chandelle. À partir du moment où les Eldar sont vraiment très chiants à aller chercher et valent beaucoup de points, ça peut en valoir le coup. Mais bon, c'est pas non plus automatique. Autre option, ça peut être d'aller chercher un canon Nova qui est en fond de table. Mais un canon Nova vraiment en fond de table, ça va être très dépendant du scénario pour justifier le positionnement, que vous soyez sur une table
où potentiellement vous exploitez les 180 centimètres sur la longueur d'engagement et 120 sur la largeur. En général, vous êtes beaucoup plus proche que ça, et on va le voir, le canon Nova, il y a des manières beaucoup plus fiables d'aller le chercher, mais c'est à noter. Donc la Fire Warp, comme on l'a vu, phénomène céleste, très rare. À l'impact, variable. Parce que, en réalité, même quand on le tire, c'est pas systématique que les joueurs vont essayer de s'en servir pour se téléporter. La plupart du temps, ils vont se contenter de s'abriter derrière pour les tirs, ou éventuellement d'essayer de garder un certain contrôle autour pour que l'adversaire ne s'en approche pas trop, pour qu'il n'ait pas la tentation de l'exploiter, sans eux-mêmes l'exploiter. Bref, impact, variable. Le soleil, dernier phénomène céleste qu'on a tendance à oublier. Et je plaide coupable. Je suis le premier à l'oublier, je suis le premier passer outre, quoi. Bon, je n'ai pas encore de flotte Eldar à voile, qui se servent donc des vents solaires pour se déplacer. Donc j'ai pas encore le réflexe, au bout de j'ai plus de 200 parties au compteur, hein, j'ai pas le réflexe de placer le soleil. Et il faut bien y penser quand on joue sur les 3 régions les plus proches du Soleil, parce que c'est là qu'il va avoir son effet générique. Donc le Soleil, il va occuper tout un bord de table. Ça peut être un bord de 120 comme un bord de 180. Eh oui. Et ça veut pas dire que le Soleil est juste là à nous coller, ça veut dire que c'est la direction du Soleil. Le Soleil, son effet, on l'a vu sur le tableau de canonnage, hein, on en a parlé vite fait, c'est que ça va doubler le décalage, à gauche ou à droite, lié à la distance, si le Soleil est derrière la cible sur laquelle on tire. Comme je l'ai dit, ça va fonctionner uniquement dans la région solaire, la région mercuriale et la biosphère intérieure, donc les zones les plus proches du Soleil. Et en termes d'effets concrets, ça va vous permettre d'accentuer la résistance de vos vaisseaux ou leur puissance de feu, mais ça relève plus d'une condition de jeu. Genre voilà, ça en fait partie, c'est normal, c'est générique, il n'y a pas trop de choses à faire avec, mais qu'il va falloir prendre en compte, plus qu'une réelle utilisation active, comme on peut choisir de traverser un champ d'astéroïdes, par exemple. Si je m'en suis passé par oubli la plupart du temps sur mes 200 premières parties, c'est ok pour vous de vous en passer pour les premières parties aussi. Vous avez, je pense, suffisamment de choses à gérer sur votre flotte, sur les règles, sur tous les décalages du tableau de canonnage, etc., pour en plus penser au soleil. Mais voilà, au bout de quelques parties, ça peut quand même être sympa de l'intégrer. Pour terminer, sur les phénomènes célestes, vraiment on a fait le tour. Jouer avec les phénomènes célestes. Enfin, je viens de vous dire, le soleil, vous pouvez l'ignorer au début, mais jouer avec les phénomènes célestes quand même. En général, si vous suivez la méthode de génération standard proposée par le livre de règles, vous divisez votre table de 120 par 180 en 6 carrés de 60 cm par 60 cm. Et dans chacun de ces carrés, vous allez générer un élément de décor. Donc vous vous retrouvez avec 6 phénomènes célestes. Et la plupart du temps, ce qui va occuper l'essentiel de vos tables, ça va être des nuages de gaz, des champs d'astéroïdes. Essentiellement les plus simples, les plus courants, les plus fréquents, les phénomènes célestes vraiment impactants, rares, compliqués à gérer, comme je sais pas, les planètes, les vagues de radiation, les fire warp, etc. Déjà, vous n'allez pas souvent les avoir, et vous allez rarement avoir plus d'un d'entre eux. En général, ça va être un seul. Les phénomènes célestes, ouais, sont vraiment le 3e joueur de la partie. Parfois, ils sont passifs. C'est des choses qui arrivent, hein, même dans les vieux couples. Et parfois, ils sont actifs. Et il va falloir y prêter attention. Mais ils vont vraiment définir votre manière de jouer plus que ce que vous imaginez. Et surtout, ils font pas de distinction entre vous et votre adversaire. On l'a vu tout à l'heure, des fois, il y a des trucs qui peuvent être injustes. L'éruption solaire, les vagues de radiation, par exemple. Ça peut être injuste, mais il fera pas la différence. C'est pas de sa volonté, il a pas de volonté, d'accord? C'est un dé. Mais pour les autres, c'est le joueur qui les exploitera, qui en tirera profit. Si vous décidez de les ignorer et de jouer sans, et que votre adversaire n'en a rien à foutre et joue avec, vous lui donnez un avantage. C'est très aimable à vous, mais je sais pas si ça va vous rapporter la victoire. Ok, étape suivante. Ah, ça devrait commencer à aller plus vite, puisque on arrive tout doucement à la fin, il nous reste que quelques pages à voir, quelques slides. Anticiper son placement. Battlefield Gothic, vous l'avez vu, c'est un jeu qui a un mouvement restreint. Vous avez une vitesse minimale, bon, une vitesse maximale, bien sûr, comme la plupart des jeux, mais vous avez une vitesse minimale. Vous avez un nombre de virages et un angle de virage qui est limité.
Vous avez une vitesse minimale avant de tourner, vous avez un arc de tir, vous avez un arc de blindage, bref, le placement, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Je vous recommande chaudement de vous projeter un peu dans l'avenir et d'anticiper le tour adverse. Alors je sais dit comme ça, si vous débutez le jeu, vous êtes en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il me demande ce débile? Non, non, non. Pour anticiper le tour adverse, c'est relativement facile. Ma suggestion, puisqu'il y a peu d'escadrons, peu de vaisseaux en face, hein, c'est pas un jeu où il y a beaucoup de figurines, c'est de prendre une poignée de dés et de les placer à la limite de la portée effective des vaisseaux adverses, tout simplement. Alors, ce que j'entends par portée effective, c'est le mouvement qu'il va faire, plus sa portée de tir, puisque à son tour, il va se déplacer et puis il va tirer. Donc, s'il se déplace de 20 centimètres et qu'il tire à 30 centimètres, ça fait 50 centimètres de portée effective. Ça vous permet une prise de décision plus rapide. Vous allez pouvoir décider plus facilement si vous restez hors de portée ou si vous pénétrez la zone. Voilà. Parce que vous allez plus facilement pouvoir faire le calcul, une estimation dans votre tête, hein, des dégâts que vous pourriez recevoir, des dégâts que vous pourriez infliger, et éventuellement de votre propre placement pour le tour encore après. Parce que bon, si vous décidez d'entrer maintenant dans la zone, mais vous savez que vous êtes beaucoup plus proche de combat et d'être en position de tir optimale au tour suivant que si vous restez à l'écart. Et oui, mais dans ce cas, au tour suivant, est-ce que je suis en position optimale? Bah, pas forcément. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Anticiper le tour adverse, c'est la base. C'est voir, lire, comprendre ce que votre adversaire est en mesure de faire immédiatement, et donc d'anticiper donc ce qu'il va faire tout de suite. Pour ce qui est d'anticiper les tours suivants, euh, rassurez-vous, même moi qui suis un grand joueur de Battlefield Gothic, non, même moi avec mon expérience, j'ai énormément de mal à le faire. C'est très rare que j'arrive à le faire, c'est très rare ne serait-ce que j'y pense. Je suis plus dans la réaction que dans la planification de manière générale. C'est peut-être ma manière d'aborder le jeu, mais c'est comme ça. Peut-être aussi pour ça que j'aime autant jouer les Eldar noirs et leur imprévisibilité. Les escorteurs. Ah, voilà un autre sujet que je vois systématiquement complètement manqué par les joueurs qui débutent. Euh, c'est les escorteurs, tout simplement. Ce sont des vaisseaux qui sont rapides et agiles, mais qui sont fragiles. Ils n'ont pas de distance minimale avant de tourner. Ils ont fréquemment, alors il y a toujours des exceptions en orc et en tyrannite par exemple, mais pour la plupart ils ont un angle de virage de 90 degrés. Donc ça, plus pas de mouvement requis avant de tourner, c'est quand même impressionnant. Et ils ont très souvent un point de structure plus un point de bouclier. Encore une fois, il y a des variantes rares, il y en a qui ont autre chose que des boucliers, il y en a qui ont deux boucliers, mais bon, on parle d'exception, c'est pas ce qui nous intéresse. En général, encore une fois, il y a bien une flotte ou deux pour lesquelles on peut le mettre en doute, mais en général, les escorteurs ont un meilleur ratio puissance de feu pour leur coup en point que les vaisseaux de ligne. Alors si vous jouez Eldar noir, chaos, ouais, le chaos ça peut compter aussi, c'est un peu plus discutable, c'est un peu moins vrai, mais en ce qui concerne l'essentiel des flottes et l'essentiel des vaisseaux, c'est le cas. L'erreur que je vois souvent, c'est de s'en servir comme si c'était un wargame classique. Mais Battlefield Gothic n'est pas un wargame classique. Perdre un escadron d'escorteurs ici, que vous aurez envoyé en première ligne pour essayer de neutraliser un truc, de détruire une unité, vraiment c'est un bail chez les joueurs de 40k, je sais pas pourquoi. Leur unité rapide qui fait des dégâts, ils veulent l'envoyer en premier, pour dézinguer un truc, et puis ensuite elle meurt. Sauf que perdre un escadron d'escorteurs, c'est perdre bien plus qu'une unité glace cannon. Le rôle des escorteurs, c'est d'appliquer des dégâts au bon endroit, au bon moment. Et c'est une souplesse que n'ont pas les vaisseaux de ligne. Un vaisseau de ligne, ça doit faire 10 centimètres avant de tourner, ça tourne de 45 degrés, ça peut ensuite avancer encore de 10, c'est mou du genou, c'est... Et l'escorteur, il bouge de 25 ou 30, il tourne quand il veut, il tourne de 90, non, non, non. Et puis il a un super ratio coup en point puissance de feu. C'est surtout la souplesse que vous perdez. La manière la plus fréquente d'utiliser les escorteurs dans Battlefield Gothic, c'est d'attendre l'engagement des vaisseaux de ligne. Donc vous avez les croiseurs, les cuirassés qui affrontent les croiseurs, les cuirassés, vraiment tout le monde se rentre dedans, c'est la bagarre, ça fait des dégâts, ça prend des dégâts. Et puis ensuite, il y a une inversion progressive du positionnement où cette ligne, c'est des vaisseaux de ligne, hein, voilà, donc cette ligne va s'inverser,
il va se retrouver du côté un peu du champ adverse, vont commencer à tourner l'une autour de l'autre. Là, c'est le moment où vous faites rentrer vos escorteurs dans la danse. Ils vont choper un vaisseau de ligne qui est endommagé, à qui il reste quelques points de structure avant d'être désemparé. Bah, auquel cas, vous allez lui foncer dessus et vous allez le désemparer. Hop, il est neutralisé. Ou alors, il vient déjà de prendre tarif, bah, vous avez une chance de le détruire. Là, en plus d'être neutralisé, vous scorez beaucoup de points de victoire et vous prenez une certaine avance sur votre adversaire. Vous pouvez aussi profiter d'une ouverture, parce que Zalea, des fois, il va peut-être resserrer sa ligne, pour concentrer le feu à un endroit, pour éviter un phénomène céleste qui l'enquiquine, par exemple, ou voilà. Mais profitez-en, c'est une ouverture, faites passer vos escorteurs à cet endroit-là. Parce que, bah, quand je parle d'ouverture, c'est que vous allez prendre moins de tirs. Au lieu de vous faire tirer dessus par 3 vaisseaux, bah, il n'y en a plus qu'un qui va vous tirer dessus. Bon, s'il y a un vaisseau qui vous tire dessus, et qu'en plus vous êtes de flanc, on l'a vu sur le tableau de canonnage, vos chances de survie sont quand même élevées. Dans le pire des cas, vous perdez un escorteur, ou alors vous faites une alerte impact. Vous êtes dans de la manœuvre et du positionnement à ce moment-là, c'est pas très grave de sacrifier sa puissance de feu. Bien qu'on en reparlera encore de l'alerte impact dans cette vidéo. Occasionnellement, vous pouvez aussi avoir un usage défensif des escorteurs, avec la règle de cible prioritaire, notamment. On se souvient, hein, vous voulez tirer sur une cible, si c'est pas la cible la plus proche dans cet arc de tir, il faut faire un test de commandement. Sinon, vous êtes contraint de tirer sur la cible la plus proche. Ça peut arriver dans certains cas, par exemple, vous avez un vaisseau particulièrement sensible. Je vais prendre l'exemple des tyrannides, particulièrement juteux, parce que les tyrannides ont une règle en plus qui font que leurs drones défenseurs, là, font que le test de cible prioritaire, l'adversaire a un malus de -1 à son commandement pour le faire, quand il protège le vaisseau ruche. Mais le vaisseau ruche, par exemple, qui est un point névralgique de la flotte, qui est pas si solide que ça, hein, vraiment, il n'est pas si résistant que ça, bah, ouais, ça c'est une option intéressante. Vous placez vos petits drones de défense devant, qui valent 15 points chacun, c'est honteux. Allez, 20 points parce qu'ils sont équipés. Bah, vous placez les 3 qui sont devant, voilà, et il y a une chance pour que votre adversaire, du coup, heu, bah, soit forcé de tirer sur ses escorteurs. Puis à ce moment-là, ces escorteurs, leur objectif, c'est pas de faire des dégâts plus tard ou de se positionner, c'est d'encaisser. Donc là, vous allez faire une alerte impact, il suffit qu'il y en ait un qui survive, pour que les vaisseaux suivants soient obligés, à leur tour, de tirer dessus, s'ils ratent le test de cible prioritaire. Et tout ça, ça fait, ben, un tour où, votre vaisseau un peu crucial, bah, a pris moins cher, voire a pris aucun dégât. J'ai pris l'exemple du vaisseau ruche, mais ça peut être, des transporteurs, par exemple, sur un convoi, sur un scénario de convoi. Ça peut être, énormément de choses. Ça peut être énormément de choses, ça peut être une défense, par exemple, dans un scénario, ça peut être, bref. Une autre option, ça peut être d'intercepter des torpilles. Parce que une grosse salve de torpilles, là, les 12 torpilles, Eldar en plus, ah, on met le paquet. Donc vraiment une saloperie qui relance les jets pour blesser, vos tourelles les touchent que sur des 6, bref, c'est un enfer. Le mec, il vous envoie ça dans votre gros vaisseau. Oh, vous êtes pas bien, hein. Franchement, vous êtes pas bien. Sauf que, bah, et soit il est un peu con, il les a envoyés de très loin, mais on va voir d'avant, après avoir vu cette vidéo, normalement, il devrait pas les envoyer de très loin. Soit vous avez anticipé le truc et vous avez fait une espèce d'écran d'escorteur devant votre vaisseau très important. Et votre écran d'escorteur, en fait, imaginez que c'est un iconoclaste, qui a une sauvegarde de 4, enfin, qui a un blindage, pardon, vous avez pas de sauvegarde, un blindage de 4+. Bon, bah là, votre iconoclaste, vous le mettez dedans. Votre adversaire va jeter 12 dés. Sur chaque 4+, il vous met un dégât. Et puis ensuite, il relance ceux qui ont raté. Sur chaque 4+, il vous remet un dégât. Il n'y a plus que 3 torpilles en face. Stat, hein. Il n'y a plus que 3 torpilles. Vous avez perdu un escorteur à 30 points, mais vous venez de sauver votre gros vaisseau. Effectivement, là, vous avez un usage défensif un peu sacrificiel. Vraiment, bon, bah, c'est ciao, quoi. Vous avez perdu un vaisseau à 30 points. Ça ne veut pas dire que votre adversaire a scoré 30 points, parce qu'on le rappelle, les escorteurs, il faut que l'escadron entier soit détruit pour que l'adversaire score les points. Voilà, vous avez cette option de jeu à garder en tête. Le double tour des autonomes. On va aller très vite là-dessus. C'est un point sur lequel les débutants se font systématiquement avoir. Il y a une double activation qui va parler aux joueurs d'AOS, même si c'est pas la même mécanique de lancer un dé, etc. C'est systématique. Puisque chaque tour, durant la phase d'autonome, le joueur actif va déplacer ses autonomes, puis le joueur inactif va déplacer les siens. Et en se déplaçant, on peut faire des attaques, des machins, etc. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez activé vos autonomes à votre tour, bah, votre adversaire va jouer 2 fois les siens. Il va les jouer juste après les vôtres pendant votre tour, et il va les jouer en premier pendant son tour. Vous allez faire la même chose, hein.
Mais ça veut dire que si vous voulez anticiper un peu, là, il y a une énorme vague de bombardiers qui vous arrive dessus, bah, il faut pas considérer qu'elle va bouger de 20 centimètres. Il faut considérer qu'il va venir vous chercher à 40 centimètres. Les torpilles, c'est pas 30, c'est 60. Les torpilles, on va enfin y venir. Mais voilà, ça vous donne une idée du truc, ça vous aide à mieux vous projeter, à mieux anticiper, et peut-être des fois à les éviter ou venir les gérer plus tôt, parce que vous dites: «Attends, en fait, je suis bien plus menacé que j'en ai l'air». Bref, à prendre en compte dans le mouvement pour leur estimation. On parlait d'estimation de mouvement tout à l'heure, de planification, de projection de ce que va faire l'adversaire. Ça commence à ce moment-là. Bref, faut le doubler. Les torpilles, à bout portant, c'est dans le titre. Donc les torpilles, on se souvient, c'est un pion qui fait 25 millimètres de large pour 20 millimètres de long. C'est comme ça. 25 millimètres de large, c'est pas très large à l'échelle d'une table de 120 par 180. Leur mouvement, alors je vais parler que des torpilles génériques, des torpilles normales, pas les torpilles spéciales des refits, pas les torpilles, enfin les missiles taux, voilà, ça c'est un autre délire. Les missiles taux sont monstrueux, hein, vous comprendrez pourquoi. Les torpilles normales, ça bouge de 30 centimètres, ni plus ni moins, et ça ne tourne pas. Ça veut donc dire que c'est extrêmement prévisible. Et si c'est extrêmement prévisible, ça veut dire qu'on peut les éviter d'un simple mouvement. Vous ciblez un vaisseau, vous allez le toucher dans 2 voire 3 tours avec vos torpilles. Ah, super, vous faites un tir à l'autre bout de la table. Votre adversaire, il fait juste hop, un petit virage comme ça, un petit slalom. Il va louvoyer. Hop là. Ah ouais, je suis carrément en train de danser, bébé. J'en peux plus, ça fait 2 heures que je tourne. Ah. Je vais peut-être couper la vidéo en 2 sections, on va en faire une aujourd'hui, puis une demain, hein. Je veux dire, on va en sortir une ce vendredi et puis une le vendredi prochain. Donc, tout ça pour dire que les torpilles, sont très prévisibles si vous les tirez de loin, et que l'évitement que va faire votre adversaire a des conséquences, en général, négligeables, pour pas dire nulles. OK, il va pas terminer son mouvement exactement là où il aurait aimé. Ça veut pas dire qu'il va se retrouver hors de portée, ça veut pas dire que ça va flinguer son mouvement suivant, ça veut pas dire que bon, ça n'en vaut pas la peine. L'impact sera toujours moindre que de se prendre la salve dans le groin. Bon, visiblement, quand j'ai écrit ça, j'étais aussi fatigué que là je le suis, j'en ai marre. Ce que je veux dire par là, c'est que, bah, se prendre la salve, bah, c'est potentiellement, choisir de faire une alerte impact et donc d'en subir des conséquences, on y viendra. C'est, bah, potentiellement prendre des dégâts et parfois beaucoup de dégâts, et donc c'est potentiellement, bah, des touches critiques, le désemparement du vaisseau, la destruction et cetera. Bien mieux que forcer l'adversaire à faire un petit pas de côté, quoi, voilà. C'est pour ça que les torpilles, dans 99 des cas, attendez d'être dans les 30 centimètres pour les envoyer sur votre adversaire. Et éventuellement, on peut aussi faire des brochettes. Donc, si vous avez possibilité de vous approcher encore plus près, mais que derrière, ça fait que votre salle de torpille va toucher plusieurs vaisseaux à la suite, ça vaut le coup. Bref, le canon Nova, El Famoso canon Nova. Alors, petit rappel des règles. Déjà, le canon Nova ne se trouve que dans 2 flottes. C'est la flotte impériale et la flotte du Mechanicus. C'est vraiment... bon, la flotte impériale, c'est vraiment son truc à elle. C'est le canon Nova, c'est ce qui la différencie des autres, en termes de règles spéciales, sinon elle n'a pas de règles spéciales. Le Mechanicus a une brouette de règles spéciales, mais comme c'est eux qui les fabriquent, bon, bah, ils se servent comme ils veulent, hein. Vraiment, ils peuvent en mettre sur tous leurs vaisseaux s'ils ont envie. C'est une arme qui va utiliser un gabarit. Un gabarit qui est propre à Battlefield Gothic, avec un trou au milieu. Et c'est un gabarit qui va être tiré de 30 à 150 centimètres. Ouais, 150 centimètres. Oui, on commence à mesurer en mètres, hein, on est sur des vraies portées de tir. 30 à 150. Dans l'arc avant, ça couvre une énorme superficie. À côté de ça, la déviation se fait en fonction de la distance. Et oui, qui dit gabarit dit déviation du gabarit. Dit jet de déviation. C'est d'ailleurs une des très rares règles du jeu qui vont nécessiter d'avoir un dé de déviation. Et le nombre de dés que vous allez lancer pour la déviation va dépendre de la distance. En tranches de 30 centimètres, je crois, hein. C'est 30, 60, 60, 90 et 90 plus. Donc vous allez respectivement jeter 1 dé, 2 dés, 3 dés pour la déviation. Suite à ça, les socles de vaisseaux, amis comme ennemis, attention, qui sont sous le gabarit, prennent une touche automatique. Alors, c'est comme les champs d'astéroïdes, hein, ça ignore le blindage, hein. C'est juste, bon, bah, tu m'as eu. Voilà, c'est dans le groin. Les socles de vaisseaux qui sont sous le trou du gabarit prennent des 6 touches. Des 6. Et c'est pas tout. L'alerte impact que la cible peut faire
se fait avant la déviation. C'est-à-dire que votre adversaire dit: «OK, je positionne le gabarit à cet endroit-là, là, à cheval sur 2 vaisseaux», puis vous avez encore d'autres vaisseaux autour. Avant qu'il fasse la déviation, vous allez call, «Bah tiens, bah tel vaisseau, il va faire une alerte impact, tel vaisseau, il va faire une alerte impact, tel vaisseau va faire une alerte impact» et cetera. Sauf qu'il y a une déviation et la déviation, c'est une chance sur 3 de faire un hit, donc il y a 2 chances sur 6, 2 chances sur 3 que, bah, ça dévie et donc ça touche pas, ou alors que ça touche un autre vaisseau. Et puis la déviation peut être courte et quand même toucher la cible, ou elle peut être très longue, et puis là, bon, bah, le tir dans la pampa, vraiment le tir est raté de chez raté, quoi. C'est donc un tir dévastateur, mais occasionnel. En réalité, c'est une arme psychologique. Sur la quantité de tirs que vous allez faire sur une partie, et on va voir que si un canon Nova fait plus de 3 tirs sur une partie, c'est que votre adversaire a vraiment envie de perdre, quoi, s'il vous laisse faire ça. 3 tirs sur une partie, statistiquement, c'est un hit. Et ensuite, il faut faire un D6. Et c'est quand même tanké par les boucliers. Et votre adversaire peut faire une alerte impact. Le tir de canon Nova, en réalité, son effet le plus palpable, le plus réel, le plus fiable, c'est de faire une alerte impact pour rien. Alors c'est toujours un peu pour rien une alerte impact, hein, parce que des fois vous faites alerte impact, votre adversaire lance 15 dés, il vous fait 2 dégâts, bon, c'est un peu le seum. Mais là vraiment c'est pour rien, rien du tout quoi. C'est vraiment il ne vous touche pas et bah, ça va vous pousser, à vous abriter des tirs. Parce que, bah, il faut une ligne de vue quand même pour tirer. Donc astéroïdes, planètes, faille warp, là vous allez être tenté de vous planquer derrière ou dedans pour pas vous faire tirer dessus. C'est une arme qui a des gros prérequis d'utilisation également, puisque vous pouvez pas l'utiliser si vous êtes sous virage serré, si vous êtes sous en avant-toute, si vous êtes sous rétrofusée, donc vous perdez déjà, heu, 3 ordres spéciaux. Vous pouvez pas vous en servir si vous êtes en alerte impact, 4 ordres spéciaux. Il vous reste rechargement et verrouillage. Le verrouillage n'a pas d'impact sur le canon Nova, le rechargement non plus, c'est plutôt pour vos autres armes, mais quand vous utilisez un canon Nova, vous allez rarement avoir d'autres armes à utiliser parce que vous êtes à longue portée. Et ça marche pas non plus si votre vaisseau est désemparé, s'il a perdu la moitié de ses points de structure. Alors on voit qu'il y a des... Déjà, il y a un coût à payer pour s'en servir. En plus de ça, alors autant on couvre une superficie de tir potentiel gigantesque, autant bah, il y a un angle mort qui est énorme, c'est 30 centimètres de portée minimale. Je parle même pas d'être sur les côtés ou derrière le vaisseau, hein. Je parle d'être devant. 30 centimètres de portée minimale. Et du coup, le vaisseau qui le porte doit avancer à chaque tour. Il peut pas faire de rétrofusée. Donc, en général, d'ailleurs c'est quasiment systématique je crois, hein, peut-être un cuirassé ou deux qui doivent bouger à 15 et qui peuvent l'avoir, sinon c'est des vaisseaux qui bougent à 20 centimètres. Ça veut dire que leur mouvement minimal va être de 10 centimètres. Donc, si à votre mouvement, vous arrivez dans les 40 centimètres du vaisseau qui porte le canon Nova, eh ben, il fait plus rien. Et il tire plus, il y a plus de cible. Et c'est con dit comme ça, mais la plupart des scénarios, se jouent, donc on est déployé, on a 120 centimètres entre notre adversaire et nous. Sauf qu'on a 20 centimètres de déploiement chacun. Si votre adversaire a des canons Nova, il va les mettre tout au fond. Vraiment au bord de la table, il va risquer de les faire tomber par terre. Vous, si votre adversaire a des canons Nova, vous allez vous mettre vraiment tout devant les 20 centimètres que vous avez. Autrement dit, il y a 100 centimètres qui vous séparent. 100 centimètres qui vous séparent, c'est pas si long. Parce que, imaginons, bon, tour 1, vous faites en avant toute, vos vaisseaux avancent d'une trentaine de centimètres, parfois plus, hein. On va dire entre 30 et 40 centimètres. Miaou. C'est votre adversaire avance de 10 centimètres, moins 30 ça fait 40, 40 et 40 ça fait 80, il lui reste qu'une bande de 20 centimètres pour tirer. 20 centimètres pour tirer, c'est pas énorme. Donc, votre adversaire va faire un tir, probablement un deuxième au tour suivant, parce que les canons Nova, on a tendance à les mettre plutôt sur le côté, pour éventuellement tourner un peu et tirer plus loin en diagonale. Bon, voilà, il va faire 2 tirs, 3 grand maximum si vous avez fait, si vous avez une flotte qui est lente, si vous avez fait des en avant-toutes qui étaient foireuses, si, vous avez été gêné par des trucs, des machins. Au-delà de ça, son canon Nova ne sert plus à rien. Voilà. C'est pas une arme qui est si terrifiante que ça. C'est une arme qui peut devenir gênante en termes de jeu. Vraiment en termes de plaisir de jeu, en termes de conceptualisation de jeu, si elle commence à être spammée. Parce que vous pouvez la spammer, hein, vous pouvez en jouer 6 dans une flotte, je l'ai déjà fait.
Je l'ai fait une fois pour le test, voilà. Mon adversaire n'a pas eu beaucoup de plaisir et je me suis pas beaucoup amusé non plus, hein, spoiler. Parce qu'effectivement, quand vous en avez 6, bon, bah, vous commencez à fiabiliser fortement le truc. Ça a plus la même saveur. Donc il existe un gentleman agreement, eh oui, entre joueurs, qui dit que c'est quand même sympa si on met pas plus d'un canon Nova par tranche de 500 points. Voilà. Parce que c'est une arme qui coûte cher, hein, c'est une arme qui a un peu la spécificité de la flotte impériale, et secondairement de la flotte du Mechanicus. On peut pas leur priver de leurs jouets, tu vois. Parce que, bah oui, c'est un truc efficace, mais à côté, t'as les Eldar qui ont des torpilles Eldar, t'as les missiles Tau, t'as les trucs Necron, t'as machin, bref, ils ont le droit de s'amuser un peu aussi. Mais effectivement, un par tranche de 500 points, c'est-à-dire que le mec, au maximum, il en sort 3, même moi, j'en ai rarement sorti 3 en réalité, c'est plutôt un, voire 2, voilà. Mais au-delà, ça a quand même ses limites, et en termes de fiabilité, hein, j'en parle pas sur la diapo, c'est tant pis pour les gens qui écoutent pas et qui font que lire. En termes de fiabilité, au final, des lance-torpilles sur la proue feront plus de dégâts sur, je sais pas, 10 parties cumulées, un lance-torpille fera plus de dégâts qu'un canon Nova. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, mais maintenant que vous savez comment fonctionne un canon Nova, que vous savez comment le contrer, que vous savez ce que ça coûte à l'adversaire, parce que bref, c'est ok, vous devriez vous en sortir. Et encore une fois, si votre adversaire vous sort une liste où il en a 6, bon, demandez-lui gentiment d'aller se faire cuire le cul et de les échanger contre des torpilles. Voilà, faut pas déconner non plus. Dernier point de cette vidéo, l'alerte impact. Et oui, on en a parlé plus d'une fois de l'alerte impact. C'est aussi quelque chose qui est très récurrent chez les joueurs qui débutent. C'est la surutilisation de l'alerte impact. C'est un ordre spécial qui peut être donné avant tout jet de dés pouvant mener à des dégâts ou des effets critiques. Alors attention, ça ne protège pas contre les touches critiques générées par la perte de points de structure. Mais par exemple, un incendie provoqué par une éruption solaire, ça fonctionne. Donc on le fait avant tout jet de dés. On le fait avant le jet de déviation du canon Nova. On le fait avant de savoir combien de touches on prend en traversant un champ d'astéroïdes en pilotant comme un Ogryn. C'est à ce moment-là qu'on le fait. Ce que ça va faire, c'est que vous allez bénéficier d'une sauvegarde de 4 plus contre chaque occurrence de dégâts ou d'effets critiques que vous allez prendre, tant que l'alerte impact est active. Euh, Alors attention, c'est après les boucliers. C'est-à-dire que les dégâts que vous allez prendre, c'est une fois que les boucliers sont tombés. Donc si vous avez 2 boucliers, d'abord vous perdez les 2 boucliers, puis les jets contre vos points de structure directement, mais vous faites une sauvegarde de 4+, à chaque fois. Et cependant, ça a des lourdes conséquences. Puisque, on a dit que c'est tant qu'il est actif, mais il est actif jusqu'à la fin de votre prochain tour. Alors ça va vous protéger longtemps. Par contre, ça veut dire que vous avez un ordre qui est actif à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'écraser par un autre ordre. Il n'y a que l'alerte impact qui peut remplacer un ordre précédemment installé. Ça veut dire que ça vous bloque les ordres spéciaux, donc il n'y aura pas de rechargement, pas de verrouillage, pas d'ordre de mouvement, etc. Et aussi votre puissance de feu, à la fois les armes de tir conventionnelles et les autonomes, voient leur puissance divisée par 2. Autant dire, votre vaisseau, ok, il a une sauvegarde de 4+, contre tout ce qu'il va prendre pendant un certain temps, mais derrière, il fait plus grand-chose. Hein. C'est compliqué, hein. Et ça va être des petits tirs d'appoint. Ça va être un pion impact par-ci par-là. Peut-être un dégât, si vous êtes chanceux. Compliqué, hein. C'est pas automatique de faire une alerte impact, puisque vous avez un bouclier pour vous protéger, ou d'autres moyens de défense. Vous avez une valeur de blindage que votre adversaire va passer, donc il y a déjà une forte mitigation des dégâts. Et en plus de ça, vous avez aussi le positionnement, d'une manière générale, on l'a vu avec le tableau de canonnage. Si vous restez hors de portée, bon, j'en parle même pas, mais si vous présentez le flanc, par exemple, votre adversaire va pas jeter beaucoup de dés, etc., etc. C'est à utiliser de manière mesurée. Pour rappel, un vaisseau qui est désemparé, c'est uniquement quand il arrive à la moitié de ses points de structure. Donc un vaisseau désemparé, puissance de feu divisée par 2, moins de mouvement, moins de bouclier, des points de victoire donnés à l'adversaire, puis surtout on arrive à être proche de la mort tout doucement. Ce que ça veut dire, c'est que surtout, la moitié des points de structure que vous avez, avant d'être désemparé, sont une ressource sacrifiable. C'est une ressource que vous pouvez utiliser sans coût immédiat à payer. Ok, je prends.
Je prends, je risque de prendre quoi? 2, 3 points de structure. OK, tour d'après, je verrouille et tu dérouilles. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, pensez bien qu'un vaisseau qui est en alerte impact n'est plus une menace pour votre adversaire. Si le risque est acceptable, on encaisse, on riposte et on continue de jouer. Conclusion de cette trop longue vidéo. Ah! J'ai même pas changé par rapport à la précédente. Ah 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 ah. LOL. Petite vidéo aujourd'hui par manque de temps. Non, c'est pas vrai, c'est une grosse vidéo et j'ai pris le temps de le faire. Cependant, c'est vrai que en description et dans les commentaires, vous trouverez un lien pour me passer des commandes de peinture. Alors actuellement, j'ai des commandes pour tout le mois de 1, 2, 3, j'ai des commandes pour tout le mois de mars. Donc ce serait plutôt à partir d'avril, en termes de réalisation, et donc la livraison qui vient encore après. On verra dans la prochaine vidéo des questions de règles, cette fois-ci. J'espère que ça ira beaucoup plus vite. J'expliquerai pas tant les règles, que je ferai surtout des rappels de règles qui sont souvent confuses, mal comprises, oubliées. Voilà, j'en ai plein en tête, j'ai failli en aborder plus d'une là dans la vidéo, mais j'en garde un peu pour la prochaine fois. En attendant, vous avez la playlist Battlefield Gothic qui est disponible, voilà, sur la chaîne, où il y a toutes les vidéos de ce genre, et il y a aussi des rapports de bataille, et je crois que c'est tout. Bah, c'est déjà bien. Et enfin, dernière piqûre de rappel, la plus importante, l'événement abordage et canonnade, le 2 et 3 mai 2026 à Souternon, il y avait l'affiche au début, il y a le lien quelque part dans la description, je vous remettrai quelque chose. En tout cas, vous pouvez vous rendre sur le Discord de la chaîne, puisque c'est là aussi qu'il y a l'organisation de l'événement, avec le covoiturage, les listes, le travail, l'avancement du choix des armes, des joueurs, etc. Bref, il reste encore des places, et en 2v2 Boarding Action, et en 1v1 Battlefield Gothic. Et pour rappel, ce n'est pas un tournoi avec un classement et des trucs à gagner, c'est une rencontre de jeu narratif, une campagne sur un week-end, et votre simple présence vous fera gagner des trucs. Ça va être bien. Allez, sur ce, n'oubliez pas, abonnement, commentaires, like, partage, rejoindre les réseaux, le Discord et tout, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous fais les bisous, et il est temps pour moi de passer au montage. Ah, j'ai la flemme!